Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire que j'organise avec et pour le groupe Ositem, un des fleurons souverains des entreprises IT françaises. C'est grâce à notre ami Donald, être français, c'est une grosse valeur aujourd'hui. Je prendrai en fin de séance une petite minute pour vous en dire un peu plus sur le groupe. C'est un minute publicitaire, parce que des dirigeants ont fait un choix assez structurant il y a 3 ans de prendre la vague de l'IA avant qu'elle n'arrive. Et on verra que dans des entreprises qui font de la tech, c'est important de ne pas subir, mais d'être proactif. Je suis aussi ravi de vous présenter nos 7 intervenants pitchers. On a une personne qui n'arrive pas à se connecter à Teams. Ça arrive, Microsoft, parfois des problématiques. Et une personne qui a dû partir, François de chez Valeo, qui a dû partir en Chine de manière non planifiée. Mais on a fait une vidéo où il explique tout ce qu'il a fait en IA dans sa boîte, qui est une très belle boîte où ils ont 11 000 logiciels. Donc, la vidéo est intéressante également. Et pour répondre à vos questions, si vous en avez, vous avez, pour ceux qui connaissent parfaitement Teams, vous avez le fil de discussion pour poser vos questions. J'essaie de vous y répondre, pas forcément en synchrone, mais je vais y répondre le plus vite possible. Et pour ceux qui nous font l'honneur d'assister et surtout de rester jusqu'au bout, Roxane fera un petit montage avec les moments les meilleurs moments de ce webinaire. Voilà. Je commence par vous poser une question. Ceux qui connaissent bien Teams, vous avez la petite main en haut dans le menu souvent pour prendre la parole, mais là, on va faire un vote. On va regarder l'écran. N'hésitez pas à partager vos caméras. Qui d'entre vous a utilisé l'intelligence artificielle dans ces dernières 48 heures? Donc, parler, ça m'étonne un peu, mais donc, qui n'est pas ici depuis 48 heures. Ou alors il n'écoute pas. Si. J'ai levé la main. Hein. Ah bon? D'accord. Ah oui. Je ne la vois pas, c'est pour ça. Je la relève alors, tiens. Oui, c'était la relève pour que je puisse le voir. Donc, bon, il y a des personnes soit qui n'écoutent pas et donc qui n'ont pas levé la main. Et pour ceux qui n'ont pas levé, c'est que en fait, vous l'avez tous utilisé depuis 48 ans, soit de manière volontaire, soit de manière involontaire, parce que, comme vous le savez, l'IA, elle est absolument partout dans nos métiers. Donc, on a choisi plutôt d'aller dans la technique, de prendre des cas concrets du terrain, des personnes qui sont dans le métier et qui l'utilisent au quotidien dans le cadre de leur entreprise, en interne ou dans la partie produit. On va avoir des témoignages sur des voitures qui pensent à notre place, la santé qui se transforme, des cyberattaques qui explosent, et on va voir que l'IA aussi, elle nous attaque tous les jours sans le savoir, du marketing qui change, qui évolue à vitesse grand V. Et on va même avoir une idée complètement folle, c'est que l'humain a encore un rôle à jouer, parce que c'est des questions qu'on se pose. On entend tout et son contraire, ça va remplacer tous les jobs, c'est faux. Ça va sauver l'humanité, c'est faux aussi. Ça écrit un peu mieux que nous. Après, ça dépend qui lance le prompt et qui le corrige ou pas. Voilà. Donc, beaucoup de choses. Et surtout dans le monde de l'entreprise, il y a beaucoup de projets d'IA qui sont lancés qui n'aboutissent pas. Il y a qui font leur IA dans leur coin, c'est le shadow IA. Et surtout, on ne sait pas vraiment comment mesurer ce qui fonctionne et ce qu'il en reste. Voilà. Moi, j'ai une petite anecdote à vous raconter. C'est pour ça que ma thématique, c'était l'IA de la magie noire. L'histoire d'une entreprise qui est passée de 250 collaborateurs à 15 collaborateurs avec l'IA. Comme ça fait un petit peu peur, je me suis dit, je ne vais pas vous démoraliser en début de séance. Et donc, on va commencer par notre premier intervenant, qui est Vincent Branger, que je connais depuis une vingtaine d'années, qui est entrepreneur, conférencier, formateur, et encore, c'est qu'une partie de ce qu'il sait faire. Donc, Vincent, tu peux te représenter avec tes mots à toi, si tu le souhaites, et dérouler direct ton pitch, ta presse. Vincent Branger, donc effectivement, qui a plongé dans l'IA déjà dès l'université. Donc, il y a cela un sacré paquet d'années, ça se compte en dizaines d'années.
Et ce qui montre aussi que l'IA existe depuis fort longtemps. C'est simplement qu'elle a évolué ces dernières années considérablement. Mais pour autant, on a encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Alors, je vais lancer ma présentation. Vous me dites quand vous voyez, alors vous voyez normalement un slide blanc, donc c'est puisqu'il y a quelques animations. Merci beaucoup Fabrice pour l'invitation, mais je vais commencer par tout de suite un petit peu baisser l'ambiance. L'IA c'est génial, etc., etc. Parce qu'en fait, quand on regarde une très belle étude qui a été réalisée l'année dernière par le MIT, donc des gens sérieux, c'est 95% des projets IA ne créent pas de valeur mesurable. D'accord? Donc, effectivement, comme ça, ça fait un petit peu peur. Et si dans la salle, donc je crois qu'il y a une centaine d'inscrits, je vous laisse faire le calcul mathématique pour savoir combien de cas potentiellement intéressants sont présents dans la salle ou pas. D'accord? Si on regarde un petit peu les montants qui sont investis aujourd'hui dans les projets d'intelligence artificielle, c'est-à-dire 30 à 40 milliards de dollars investis, alors qu'il n'y a qu'un projet sur 20 qui potentiellement réussit, c'est vrai que ça nous fait poser quand même quelques questions sur cette valeur de l'intelligence artificielle. Pour autant, je suis un petit peu coquin parce que dans le titre de ma présentation, c'est 95% des projets IA ne créent jamais de valeur. On remarquerait que c'était pour faire le teasing, parce que ce n'est pas exactement le résultat de l'étude. L'étude dit que 95% des projets d'IA ne créent pas de valeur mesurable. Donc, ça ne veut pas dire non plus 95% des projets IA échouent, parce que ça, je l'entends parfois aussi. Non, c'est beaucoup plus subtil. C'est vraiment la problématique de la mesure de la valeur réelle apportée en fait à l'entreprise ou à l'organisation de manière générale. Donc, c'est plus subtil, et en fait, c'est ce qu'on va essayer de voir dans ma présentation juste après, c'est comment créer de la valeur en fait avec de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle reste un outil ici, et tu l'as très bien dit Fabrice, il y a des êtres humains derrière. Et le problème, c'est que quand je parle avec des DSI, quand je parle avec des directeurs généraux, etc., alors souvent avec les DSI, j'ai la phrase suivante, c'est que Monsieur Branger, venez m'aider parce que ma direction générale me demande de faire de l'IA. D'accord? Sauf que voilà, je suis un bon consultant, donc je sais que pour parler d'un projet, il faut exprimer d'abord un besoin. D'accord? Et tant qu'il n'y a pas un besoin, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. J'ai un petit adage, c'est une bonne réponse à une mauvaise question est une mauvaise réponse. Donc là, quand on part sur des projets simplement qui disent il faut faire de l'IA, ça me rappelle mes débuts il y a une quinzaine d'années quand on faisait du cloud, où pareil, on me disait faut faire du cloud. D'accord? Et sans savoir exactement pourquoi. Donc en fait, ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'il ne faut jamais partir de l'IA. Il ne faut surtout pas partir de là, il faut partir d'une problématique métier, d'un irritant métier. Est-ce qu'on a quelque chose dans l'organisation qui, sur notre chaîne de valeur, coûte particulièrement cher? Est-ce qu'on a un problème qui est récurrent, qu'on aimerait bien quand même pouvoir améliorer? Est-ce que le problème touche un grand nombre de collaborateurs? Est-ce qu'il a un impact client négatif? Donc, c'est vraiment tous ces éléments-là qu'on doit se poser avant même d'envisager en fait de parler d'intelligence artificielle, puisque des fois on va même recenser des problématiques où c'est pas obligatoirement l'IA qui pourra y répondre, d'accord? Donc on va rencontrer les métiers, on va discuter avec eux, échanger de tous leurs irritants comme je venais de le dire, et puis à la fin en fait on va avoir une sorte de grand tableau, d'accord? Une sorte de grand tableau où on va avoir plein de cas d'usage potentiels, je qualifierais ça comme ça, qu'on va donc lister, on va analyser, on va dire, par la suite. D'accord? Et là, ce qui va être important, c'est justement de décortiquer tous ces cas d'usage. Alors, je vous donne un exemple. Sur un projet pour un jour un conseil départemental, il y a eu 120 cas d'usage qui ont été détectés. Donc, 120 cas d'usage, vous pouvez vous douter bien qu'il faut bien trouver une méthodologie, une heuristique pour pouvoir savoir par où commencer et pour savoir lequel va apporter effectivement le plus de valeur. Eh bien, il y a une technique qui est très simple, d'accord, qui est vraiment à la portée de tout le monde. C'est une technique de scoring. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez définir ce qui apporte de la valeur pour votre entreprise, votre organisation,
en fonction des différents cas d'usage. D'accord? Alors, les scorings peuvent être sur plein d'axes. Hein. Ici, j'en ai mis quelques-uns, mais c'est vraiment un exemple complètement fictif. Mais je vous donne un exemple. J'ai accompagné il y a 2 ans déjà un grand groupe d'assurance français. Et ce groupe d'assurance français, en fait, il avait une problématique dans son top 5 des appels clients. D'accord, à son centre de service, hein, son centre d'appel client, c'était la question suivante, c'est « Bonjour, il vient de m'arriver tel sinistre, je voudrais savoir si l'un de mes contrats d'assurance que j'ai avec vous supporte ce sinistre ou pas, répond à ce sinistre ou pas. » Et là, le problème qu'avaient en fait tous les conseillers, c'est qu'ils étaient obligés d'aller vraiment chercher dans les différents contrats, on en était à lancement de PDF, CTRL F pour le mot-clé, etc., etc. Évidemment, ça prenait beaucoup de temps. Donc là, on a une problématique de productivité qu'on peut mesurer. Il y avait une insatisfaction client parce que le client il était dans le stress de son sinistre hein, et donc il attendait qu'on lui réponde pour finalement répondre simplement quelque chose de bête comme chou, qui est de dire oui, non, tel contrat couvre tel sinistre ou pas. D'accord? Donc là, on peut mesurer la valeur qui est véritablement apportée dans cet exemple concret. Et l'idée ensuite, eh bien, ça va être de faire une matrice entre la valeur que ça va apporter et la faisabilité de la réalisation en fait du cas d'usage. D'accord? Donc toujours, si je prends l'exemple en question, bah, la faisabilité, c'est quoi? Il nous faut effectivement un moteur, donc un LLM, pour être capable d'analyser des documents et d'en tirer une information. Ces documents, ce ne sont pas des documents ce sont les contrats de l'entreprise de l'assurance. Ça m'étonnerait qu'ils aient été utilisés pour entraîner les IA génératives. Donc ça veut dire qu'il faut faire quelque chose un petit peu à la maison. Et ça, c'est assez facile. Il y a une technique, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais ça s'appelle le RAG. Eh bien, le RAG permet justement de nourrir une base de connaissances contextuelles qui est à côté. Hein. On ne réentraîne pas le modèle. Et en fait, on obtient assez rapidement. Donc là, si on avait à faire un calcul de faisabilité, on verrait que c'est quelque chose qui est très facile en fait à implémenter. L'idée en fait de tout ça, c'est d'arriver en fait à cette matrice. Cette matrice, en fait, c'est vraiment cette matrice valeur-faisabilité, d'accord, qui va nous permettre, en fonction de la valeur apportée, de placer les différents cas d'usage, en fait, dans cette matrice. Alors, on voit ici, l'exemple que j'ai donné, c'est vraiment dans un quick win, hein, c'est pas quelque chose de complexe, et en plus, il y a une valeur en termes de productivité, en termes de qualité client, etc. Et puis, ça va nous permettre aussi de voir ceux qui sont très compliqués à faire, alors qu'ils apportent peu de valeur. Bah, il y a marqué à reconsidérer. Moi, je dirais plutôt, on va les mettre à la poubelle, surtout si on en a une centaine. D'accord? Et puis, on a l'axe stratégique, où là, on sait que ça va apporter de la valeur à l'entreprise. En revanche, il y a un petit peu de complexité, une problématique de conformité, une problématique de conformité. Il y a par exemple de maturité des données, d'impact environnemental. On peut très bien aussi prendre en compte ça pour justement parler plus, entre guillemets, d'IA frugale. Alors, le but, ce n'est pas de comparer chaque cas d'usage à la valeur près. Mais bon, s'il y en a un qui a 15 sur 20 et l'autre qui a 4 sur 20, là, on peut en faire quelque chose. Par contre, un qui a 15 ou 16, ça, ce n'est pas tellement important. L'idée, c'est bien de prioriser, en fait, ici les choses. Et puis, enfin, on a les approfondir. Alors, les approfondir, effectivement, c'est toujours une question parce que souvent, on va réévaluer pour essayer de voir si ça va passer d'un côté de la barrière ou de l'autre, en fait, parce que quand c'est facile à faire, mais que ça apporte peu de valeur, bon, voilà, il y a une vraie question, en fait, qu'on peut se poser dans ces cas-là. Voilà un petit peu. L'idée, c'est très simple. Vous pouvez faire vos propres critères de scoring. Vous pouvez vraiment, vous pouvez être assez autonome. Vincent, on a un petit problème de son avec toi. En l'occurrence, je finis. Donc, okay. en fait, deux petites phrases à retenir et j'en arrête. C'est les projets IA qui réussissent ne remplace pas l'humain, elle l'augmente. Ça, c'est vraiment un élément clé. C'est une phrase qu'on entend souvent, mais c'est vraiment vrai. Et une bonne IA, techniquement parlant, ne sauvera jamais un mauvais cas d'usage. D'accord? Voilà un petit peu pour ce que je voulais vous dire dans cette présentation. Merci beaucoup, Vincent. J'espère que ça a été mieux sur la fin pour le son. Non, on a eu juste 30 secondes où on entendait des bruits de marteau-piqueur derrière toi. J'espère que tout va bien chez toi. Et il n'y en avait pas. Merci beaucoup. Donc, on ne va pas suivre l'ordre par rapport à quelques problèmes techniques qu'on a avec personne qui va prendre la parole. Didier Fleury, si tu es là. Tu es là.
Tu peux le mettre en Hello, lien. hello. Ah, oui, je suis là. Ouais. Voilà. Moi, j'étais dans l'ordre, alors j'étais tranquille. Je m'étais endormi Ouais. presque, assoupi. Donc, Donc, David, donc je tu as suis fait beaucoup prêt. de métiers différents dans sa vie. Tu peux expliquer ta vie toujours assez intéressante à raconter. Et on attend surtout ton thème qui un peu provoque. Qu'est-ce qu'on va retenir de tout ce que tu as trouvé autour de cette thématique? Je ne savais pas que c'est moi qui faisais tout le reste du webinaire si je veux raconter ma vie. Donc, je vais vous faire, non, je vais vous faire ça très vite. En fait, je suis retraité depuis le 1er janvier. Donc ça, c'est pour l'humour, mais effectivement, techniquement, je suis retraité depuis le 1er janvier, mais je bosse dans une boîte qui s'appelle République. Donc moi, je suis plutôt un observateur maintenant de l'IT, plutôt qu'un acteur, mais j'étais acteur très longtemps. Mes derniers faits d'armes étant d'avoir été DSI de la Massif, par exemple. Et d'une boîte qui s'appelle Neoen, qui fait de l'énergie. Donc vous voyez, c'est assez éclectique. Et donc maintenant, je suis plutôt un observateur. Et donc j'ai mis une thématique qui était est-ce que l'IA sonne le glas de l'économie numérique telle qu'on la connaît? Donc, vous voyez, c'est assez provoque, mais ça, c'est une tendance naturelle chez moi. Mais je me suis appuyé sur 2-3 choses que vous avez peut-être vous aussi entendu, vu, qui sont les annonces de Spotify, par exemple, qui dit qu'il y a des ingénieurs seniors maintenant qui sont les seuls développeurs de Spotify et qui passent leur temps pas du tout à écrire une ligne de code, mais à valider ce qui se passe et à superviser. J'ai croisé le patron d'Alan il n'y a pas longtemps et qui m'a indiqué que c'était exactement la même chose chez lui, mais qu'en revanche, il continue à embaucher et beaucoup de profils Customer Care, donc on voit que ça se transforme. On a entendu aussi Microsoft AI qui a annoncé que dans 12-18 mois, tous les cols blancs, avocats, comptables, chefs de projet, marketeurs et autres allaient disparaître. Et puis, Anthropic, l'annonce d'Anthropic qui dit qu'elle peut moderniser le langage COBOL depuis 50 ans, et vous avez IBM qui perd 31 milliards en bourse à peu près dans la foulée. Donc on voit que tout ça est agité, mais qu'on a, alors après les sources peuvent diverger, mais il y a en gros 300 milliards de capitalisation boursière des acteurs historiques, Salesforce, Adobe, Workday, IBM, SAP et autres, qui se sont évaporés entre l'année dernière et aujourd'hui. Donc, on peut dire que les géants du logiciel accusent le coup. Donc, les géants sont des logiciels SaaS aujourd'hui. C'est des gens qui ont mis le SaaS en œuvre. C'est toujours nos amis de Salesforce qui l'ont un peu inventé. Tous les autres ont embrayé derrière. Et donc, les marchés financiers américains appellent ça la SaaS-pocalypse. Donc, est-ce qu'il faut paniquer ou se réjouir? Je ne sais pas le dire, hein, ça dépend de quel côté on est. Si on est un client, on se dit qu'on va peut-être pouvoir négocier les licences. Mais on peut se dire que c'est une révolution aussi, comme le modèle SaaS l'a été il y a une vingtaine d'années. Mais l'IA générative et l'IA agentique viennent globalement de retourner la table. Et on peut se poser des questions sur le fait de est-ce qu'il est encore nécessaire de payer un abonnement mensuel pour une fonctionnalité qui est standard quand vous avez un agent IA qui peut la recréer à la demande en quelques heures, voire même moins, et pour une fraction du prix que vous payez tous les mois. Donc, est-ce qu'on peut continuer à subir aussi les limites, hein? Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de projets SAP, Salesforce et autres qui coûtent déjà en licence, mais qui coûtent très cher aussi en intégration derrière. Est-ce qu'on doit continuer à payer tout ça quand on peut construire un logiciel taillé exactement pour votre besoin ou votre workflow en quelques jours ou quelques heures pour les plus compétents? C'est un peu la promesse que les marchés ont dû anticiper. Alors certainement avec excès, mais je pense aussi avec un peu de justesse. Donc, ok, ça c'est le constat. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une illusion de se dire tout va être IA et donc on va recréer une fonctionnalité et donc grâce au code généré, on va pouvoir bosser seul et s'affranchir des ESN et de tout l'écosystème. Néanmoins, il y a quand même d'autres sujets à prendre en compte, puisque cette fonctionnalité, il faut la maintenir, ou en tout cas refaire le prompt qui l'a généré, la sécuriser, la faire passer aussi à l'échelle, et dans un contexte professionnel exigeant. Donc ça, c'est une autre histoire. C'est-à-dire créer une fonctionnalité beaucoup plus rapidement et qui va être bluffante, c'est relativement aisé. Par contre, toute la chaîne derrière, je pense que notre ami Michel reviendra sur la cyber, ça reste quand même encore une histoire différente.
Donc, on peut penser déjà que ce n'est pas la mort du logiciel, cette SaaSpocalypse, mais une évolution qui va peut-être sonner la mort du logiciel trop cher, trop rigide et trop généré. Donc, qu'est-ce qui va rester? C'est la valeur réelle, en tout cas, je le pense. La data, assurément, parce que la valeur de la data, ça fait des années qu'on nous l'explique. Moi, j'ai vécu des grandes mises en place de solutions pour faire de la gouvernance, faire de la data de qualité. Ça a pris quelques années. J'ai appris que le projet que j'avais lancé en 2019-20 à la Massif est arrivé à terme en fin d'année dernière. Donc, vous voyez que c'est quand même des processus relativement longs. Et donc, le deuxième truc, ça va être l'outil qui résout des problèmes précis, qui s'adapte et qui s'intègre dans les usages concrets. Donc, je pense plus à une cohabitation entre les logiciels qui génèrent la donnée, la contrôle et la validation de la donnée, et au-dessus, effectivement, des outils, et où l'IA pourra trouver toute sa place, qui utilisent cette donnée et qui met en œuvre des processus et des workflows pour satisfaire des clients, puisque c'est quand même en général le but de tout objectif. Donc, voilà, il n'y a personne qui gagne, je ne pense pas, c'est la pertinence qui va gagner. Et donc, pour les entreprises, la vraie question, ça ne va pas être de faut-il fuir le modèle SaaS? En tout cas, ce ne serait pas la bonne question à se poser. C'est plutôt quelle part de ma stack logicielle, donc dans mon SI, quel morceau de mon SI, je vais remplacer par de l'IA, peut-être plutôt maison, parce que c'est aussi une façon de se réapproprier des process qui sont des process qui font une différence sur un marché. Donc, plutôt que de faire tout le monde met du prêt-à-porter SaaS ou l'auteur pour arriver à avoir son bon logiciel, c'est plutôt de se dire je vais prendre le prêt-à-porter SaaS pour ce que ça fait bien. Par contre, pour tout ce qui est mon métier et qui me différencie sur le marché, là, l'IA peut me permettre effectivement d'avoir la bonne réponse et de gagner un avantage substantiel vis-à-vis de mes concurrents. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut l'avoir. Et donc, de se dire, bah, tout ce que je vais enlever, quelle part mérite encore un abonnement, donc à quoi je m'abonne, combien de sièges, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait mal, je vais dire, au logiciel SaaS, c'est qu'on va passer à des individus assis sur des chaises, c'est le modèle classique, à des agents IA qui sont aujourd'hui, si vous avez regardé ce qui s'est annoncé ces derniers jours, semaines, c'est qu'il y a des agents IA qui peuvent complètement simuler votre interaction avec votre clavier et votre écran. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des agents perso qui vont faire notre boulot comme si on était assis derrière une chaise, sauf qu'ils vont le faire beaucoup plus vite que nous-mêmes, puisqu'ils n'ont pas la réflexion et puis la limite de notre mobilité ou dextérité sur un clavier. Donc, vous voyez que c'est une réponse assez nuancée, qui nécessite plutôt une réflexion stratégique. La réaction d'une courbe boursière, de ce qui se passe, c'est le thermomètre, hein, c'est pas la fièvre. Donc, c'est le symptôme de la fièvre, mais c'est pas la réalité et ce qui a généré la fièvre. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que le SaaS à l'aveugle, c'est certainement terminé. En tout cas, ça va se terminer. Et il faut un choix technologique. Donc, ça veut dire qu'il va falloir voir les choses un peu différemment. Donc, c'est quoi les impacts potentiellement à court terme? Vous pouvez en profiter pour renégocier un petit peu les prix avec vos fournisseurs de SaaS, puisque le modèle va devenir un peu caduc. Il faut leur faire confiance pour être créatifs, hein. Ils passeront certainement de cette formule-là à une location d'agents IA avec des jetons spécialisés, des choses comme ça. Il va y avoir une consolidation du marché. Je pense qu'il y a des acteurs qui ne sont pas très différenciants dans l'offre logicielle qui vont disparaître. Il va y avoir une transformation de ce modèle SaaS vers, on entend parler de l'agentique, donc vers un modèle agent as a service. Attention aussi, parce que le Shadow IA, ça va être l'industrialisation du Shadow IT. Donc, il y a déjà pas mal de Shadow IT. Le Shadow IA est arrivé et ça va permettre d'industrialiser le premier. Donc, attention, si vous êtes DSI, RSSI, il y a quand même une vague aussi à contrer de ce point de vue-là. Si vous n'avez pas vraiment commencé à la gouvernance des data, allez-y, parce que c'est vraiment ça qui fera la différence. Et les accès et de la cybersécurité au sens large, mais ça, ce n'est pas mon domaine, c'est celui de Michel. Et puis, il restera toujours la compliance, hein, parce que c'est un des freins, quand même, à la mise en place rapide de l'IA, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont, je pense, banque assurance, parce que je le connais bien, qui sont quand même soumis à des règles de compliance qui font qu'ils ne peuvent pas forcément mettre l'IA aussi vite en place qu'ils le souhaiteraient.
Donc, ma conclusion, c'est que le SaaS, c'est une évolution, c'est pas une extinction pour eux, mais il va y avoir des impacts aussi périphériques. J'ai parlé un petit peu des ESN. Je pense que l'ESN classique, Time and Material, c'est-à-dire ETP et TJM, va avoir un petit peu de mal, hein, puisqu'on va faire beaucoup plus vite beaucoup de choses. Il y aura besoin de moins de codeurs, c'est certain. Mais il y a un sujet, et j'en vois quelques-uns qui vont vers ça, c'est qu'il y aura quand même une responsabilité contractuelle qui va devenir importante, et surtout l'engagement sur le résultat. Bon, ça fait quelques dizaines d'années que je suis dans l'informatique, et j'ai entendu des gens m'expliquer tout le temps qu'ils n'avaient que des obligations de moyens et pas d'obligations de résultat. Ça, je pense que ce temps-là va changer, et j'espère pouvoir le voir de mon vivant. Je m'accrocherai pour faire ça. Et puis, ça va être quand même un avènement pour les experts, parce que je pense que la valorisation de l'expertise va être encore plus importante. C'est-à-dire quelqu'un qui a une vraie expertise, avec l'IA, va pouvoir devenir beaucoup plus efficient et plus accessible. C'est-à-dire qu'il va pouvoir diffuser son expertise beaucoup plus facilement. Je peux vous donner quelques chiffres clés comme ça, mais pas pour vous saouler, hein, juste, c'est que l'IA est désormais capable d'accomplir 75% des tâches d'un développeur, que 49% des emplois aux États-Unis voient au moins un quart de leur mission automatisable. C'était 36% il y a un an. Donc, on voit que les gens commencent à se méfier de plus en plus. Que les profils les plus exposés sont les développeurs, par exemple. Moi, pareil, dans les années 90, il y avait des AGL et on m'expliquait que l'an 2000 ne verrait plus un développeur. Il faut toujours se méfier des oracles, parce que c'est plus facile de raconter l'histoire que de prédire l'avenir. Néanmoins, ils sont là quand même vraiment très exposés. Ça se voit et ça a un impact aujourd'hui. Je vous ai parlé d'Alan tout à l'heure ou de Spotify. Donc, c'est une réalité dans ces entreprises-là au moins. On n'en est pas au stade de licenciement massif. Par contre, les boîtes ont un peu cessé de recruter. Baisse de 14% des embauches de profils juniors dans les grands cabinets de conseil. Si vous voulez vous recycler, devenez barman, plongeur, maître-nageur. Tout ce qui est manuel, qui sera près du corps, sera protégé. Et puis, quand même, l'impact sur l'IA, c'est à peu près 30% du marché de l'emploi qui est concerné. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a intéressé. Et je repasse la parole à Fabrice pour la suite. Merci de ton intervention, Didier, toujours aussi passionnant ce que tu nous racontes. Et on souhaite une belle retraite, mais on sait que tu n'arriveras pas à t'arrêter avant 100 ans, donc il a durée de vie moyenne aujourd'hui on peut espérer vivre à ton âge. Voilà, on va passer à Céline Delogère. Est-ce que tu nous entends, Céline? Est-ce que tu peux la mettre en avant, Rox? Voilà. Oui. Avec un parcours intéressant, Céline, ancienne mannequin internationale, dirigeante et experte en IA. Donc, comment on passe du mannequinat à l'expertise en IA? Et puis après, une fois que tu nous as expliqué ça, tu peux passer à ta thématique qui est aussi assez intéressante. C'est à toi. Bonjour. Bonjour à tous. Merci Fabrice pour l'intro, mais puis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, moi, je suis passée de mannequin à entrepreneur et experte en IA. Donc pendant 4 ans, j'étais sur les défilés de mode, les shootings, etc. de 2015 à 2019. Et en parallèle, j'ai découvert le monde de la recherche via mes premiers stages en laboratoire de recherche. Et il se trouve que j'ai eu la chance et l'opportunité de travailler sur des réseaux de neurones génératifs, principalement appliqués à l'image. Donc, le grand écart entre le monde de la mode, un monde si créatif, avec beaucoup d'artistes dans ce secteur, et le monde de la recherche, très créatif aussi, mais vraiment différent. Et finalement, en fait, en regardant ces deux mondes, je me suis aperçue que j'étais entrepreneur. Pourquoi? Parce que j'aimais beaucoup réfléchir à des solutions pratiques que je pouvais apporter à l'industrie dans laquelle j'étais. Et c'est comme ça que j'ai lancé plusieurs solutions logicielles basées sur l'IA. J'ai lancé un logiciel de casting avec de la reconnaissance faciale pour les mannequins, un logiciel qui permet de faire des doubles digitaux à partir de dessins de produits pour se dire peut-être que demain on pourra acheter directement sur des doubles digitaux avant de fabriquer même les vêtements.
et une autre solution de gros hacking sur les réseaux sociaux et le e-commerce pour driver plus de trafic. Bref, aujourd'hui, ma mission, c'est d'aider les entreprises à industrialiser l'intelligence artificielle. Et je suis basée à Paris en France, mais j'ai 2 activités. Donc j'ai une entreprise qui s'appelle My Data Machine qui est basée entre la France et l'Inde pour notamment la production de la donnée. Et je suis aussi donc je fais aussi du conseil en IA et j'aide les entreprises à formaliser leur stratégie data IA. Donc la question en fait que je voulais enfin le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'était l'IA ne remplacera jamais l'œil humain et c'est pour ça qu'elle fonctionne enfin. En fait, je vais vous parler de ce que j'observe moi sur un cas concret notamment et pourquoi est-ce que l'œil humain est indispensable aujourd'hui pour s'assurer de la qualité et de la fiabilité des solutions d'IA. Donc, première question que je vais vous poser, c'est que voyez-vous ici sur cette image? Alors, vous voyez donc comment? Si tout le monde ouvre son micro, on va avoir une réponse qui va résonner. Qu'est-ce que tu vois, Roxane? C'est un piège, hein, ça sent le piège, ça. Une mallette d'entreprise, la main d'un. Une main, La chemise. main d'un homme d'affaires avec un petit cartable. Voilà, je vois pas mal de réponses dans le chat aussi. Donc, vous avez raison. Pour l'instant, il n'y avait pas encore de piège. Et par contre, ici, que voyez-vous? Et là, il y a un piège. Donc, à droite, ce n'est pas Une hache. ce n'est pas un sac ni un cartable, mais c'est une hache, exactement. Et en fait, le sujet, c'est que sur une application d'intelligence artificielle, je me suis retrouvée dans un cas où j'avais développé un modèle qui reconnaissait une hache comme un sac. En fait, pourquoi je vous montre cet exemple? C'est parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, telle qu'elle est développée, elle va parfois s'attacher à des détails et c'est pas ceux auxquels on pense, en fait. Donc là, en fait, à gauche, l'intelligence artificielle qu'on avait entraînée, elle s'est attachée aux détails de une main qui tient un objet, c'est donc un sac. Et en fait, le truc, c'est que à droite aussi, elle voit une main qui tient un objet et donc elle se dit, ok, bah, il le tient de la même façon, donc ça doit être un sac. Et donc pas du tout. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à sécuriser l'environnement, dans lequel, la solution d'intelligence artificielle, va travailler sur des cas comme ça, par exemple d'images, pour éviter ce genre de couac, on va dire, en production. Et donc c'est là où je vous parle, donc de ce qu'on fait et pourquoi est-ce que l'expertise humaine, on la trouve comme étant vraiment indispensable. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place, du human in the loop, c'est-à-dire qu'on a, en fait, des équipes vraiment humaines qui vont être spécialisées donc comme, j'entendais, tout à l'heure, c'était vraiment sur une expertise. Donc on a vraiment des experts sur certains sujets, par exemple la mode et cetera et en fait, moi, avec mes clients, je vais mettre en place une boucle de contrôle de qualité où en fait, on a un processus qui va nous permettre à la fois de scaler un sujet, donc par exemple reconnaître des images de sacs, et à la fois assurer une qualité grâce à des moments où des humains, des experts vont venir contrôler du coup l'intelligence artificielle. Donc la question finalement, c'est comment on fait pour lancer une solution dans un environnement non prévisible? Là, je vais vous parler du coup d'un cas concret qu'on a avec, un client qui s'appelle Stacker Group. Donc on est dans l'univers de la retail tech, hem et donc je vais à nouveau vous poser une question. Donc que voyez-vous ici à gauche versus à droite? Donc en fait, on a à gauche un potentiel client et à droite un vendeur. Et il se trouve que, notre client Stacker, lui, propose des solutions pour compter le trafic en magasin pour que ses clients, donc des retailers, puissent, calculer le taux de conversion qu'ils peuvent avoir en magasin. Et en fait, pour, développer une solution comme ça, c'est pas évident parce qu'on doit bien s'assurer que, les opportunités qu'on voit sont vraiment des opportunités de clients et pas autre chose.
Et en fait, en regardant les chiffres, on s'aperçoit que, par exemple, donc là, c'est le cas d'une enseigne qui a un corner, par exemple, imaginez un corner aux Galeries Lafayette, donc un petit espace de vente, donc un corner. Si on regarde le trafic autour du corner, on est à 68 000 sur la période passée, enfin 68 753. Si on regarde le trafic dans le corner, ils sont à 14 739. Et en fait, si on regarde les opportunités de clients, on chute à 4 157. Donc en fait, 72% du trafic ne correspond pas à des opportunités clients, mais à du bruit comme des vendeurs, des livreurs. D'où l'importance en fait d'une solution qui va vraiment mettre en place de l'intelligence artificielle qui va reconnaître sur des images qui sont des clients ou qui sont des livreurs ou autres. Et c'est là où en fait on met en place un process de HITL, donc Human in the Loop. Et en fait, ce process Human in the Loop a permis à Stacker de scaler directement sa solution en quelques semaines et en déployant dans 4 enseignes commerciales, donc ça représente plus de 150 magasins grâce à la mise en place de ce process, alors qu'on est dans un environnement, je le rappelle, incertain. On ne sait pas qui va venir dans le corner dans le magasin. Est-ce que ça va être ça peut aussi être un vendeur, mais ça peut aussi être aussi voilà, des livreurs. Pour la petite anecdote, on a carrément retrouvé un magasin où un vendeur est entré-sorti 84 fois en une seule journée. Donc, on a vraiment des cas voilà, comme ça qui ne sont pas forcément prévisibles. Et c'est là, du coup, où le fait de mettre en place un process comme ça est pertinent. Donc voilà, Franck, le PDG de Stacker Group, grâce à My Data Machine et au process Human in the Loop, on a pu proposer une solution opérationnelle en quelques semaines à nos clients. Et ça, malgré du coup un environnement incertain, avec du coup, en termes de volume, on avait 500 000 images par mois, donc un demi-million d'images à traiter et 95% de précision qui ont pu être scalés et proposés aux clients de Stacker directement. Et je voulais quand même vous emmener un peu plus loin dans la réflexion aujourd'hui, parce que je suis sûre que vous avez entendu parler de la levée de fonds de Amilabs, de Yann Lequin, donc qui a levé 1 milliard d'euros. Et je voulais vous dire, donc, en fait, qu'est-ce que c'est que les World Models? Donc, Amilabs, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas forcément, c'est la start-up de Yann Lequin. Et en fait, il décide de développer des modèles qui s'appellent les World Models, qui permettent de mieux comprendre la physique du monde. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, ça s'applique principalement au domaine de l'image et que je vous ai partagé justement un cas client où on traite de l'image. Aujourd'hui, en fait, les modèles qu'on observe, ils sont pas capables de raisonner à part vraiment pixel par pixel dans une image. Donc, dans une image, vous savez, il y a des pixels, en fait, c'est des tableaux de pixels. Et du coup, les modèles qu'on utilise actuellement, en fait, ils se comportent vraiment pixel par pixel. Là où les world models vont vraiment comprendre des concepts à travers une image, par exemple, vont suivre la hache ou bien suivre le sac, vraiment comprendre le concept derrière l'objet. Mais aujourd'hui, ce qu'on utilise dans les modèles d'IA, ce sont des modèles un peu plus pauvres que ça, qui vont vraiment analyser pixel par pixel. Voilà. Et il y a aussi une autre start-up qui s'appelle World Labs, fondée par Fei Fei Li aux États-Unis, qui a aussi levé 1 milliard d'euros en seed, et là, je crois qu'il relève cette année sur la même thématique. Donc voilà, un sujet à regarder dans le monde de la computer vision qui promettent de nouvelles applications. Bah, écoute, Céline, je te remercie de ton intervention. N'hésitez pas à Merci poser des beaucoup, questions Fabrice. sur le fil des discussions. Et puis après, on fera un débrief tous les pitchers sur toutes les questions auxquelles on répondra. On va passer à Flore Maillard, qu'on a eu beaucoup de mal à connecter ce soir à travers les Mais c'est tuyaux, bon. et qui est là. Voilà, on a réussi. Ça montre que le support ne fonctionne pas trop mal ici. Est-ce que tu projettes toi-même tes slides, Flore ?
Ouais, je vais partager mon écran, enfin mes slides. Hop. Flore Magnier, qui est l'une des meilleures de sa génération en tant qu'ingénieur, qui a un super globe et qui est en plus une super athlète de triathlon, qui a fait un petit peu tous les formats de la compétition, des aérobats et autres, donc on est très fiers d'elle. Et son domaine, c'est la santé. Je sais qu'il y a quelques personnes du monde de la santé autour de ce Teams, donc ça devrait vous intéresser. Je te laisse parler, Flore. Merci. Vous m'entendez bien? Tout bon? Très bien, c'est parfait. Parfait. Donc, l'objectif est effectivement de parler de l'IA dans la thématique de la santé. Et pour ça, le but, c'est de voir comment est-ce que l'IA va nous aider à mieux soigner. Donc, on va commencer par déjà juste un petit chiffre, 21 heures par jour. C'est d'après une étude qui a été menée et publiée dans le journal JMLA, le temps que devrait passer un médecin pour rester à jour juste au niveau des publications scientifiques. Donc, la problématique à présent, c'est qu'on est vraiment submergé par les données et que pour pouvoir les utiliser pertinemment, que ce soit aussi bien les dossiers patients, les publications, les imageries, la génomique, les études cliniques, il faut réussir. Le vrai défi, c'est de réussir justement à gérer cette quantité de données pour pouvoir prendre des décisions adaptées. Donc, pourquoi actuellement on est justement limité? Donc, la manière d'agir sans l'IA de la médecine, c'est de faire de la médecine de masse. Donc, en fait, on va se placer au niveau de la maladie ou d'une population donnée et on va déterminer comment est-ce qu'on fait pour soigner justement une population, une maladie à un instant T. Sauf que chaque individu est spécifique. Ils n'ont pas le même poids, ils n'ont pas le même genre, ils vivent pas dans le même environnement, ils n'ont pas le même mode de vie. Une personne peut avoir des mutations génétiques, d'autres non. Donc, ça va marcher en fait globalement, ce qu'on va prescrire et la manière de soigner, mais localement, ça ne fonctionnera pas. Et donc, ce ne sera pas vraiment en fait généralisable à chaque individu. C'est pourquoi, justement, on veut aller vers une médecine plus de précision et passer de cette échelle de la maladie à l'échelle du patient. Là, je vous ai pris des séquences de traitement qui sont relativement simples, parce qu'on a 3 traitements possibles en premier traitement. Qui ne fonctionne pas, soit on l'arrête, soit on passe à un des 3 autres, et ensuite on s'arrête. Et déjà juste là, on voit qu'on a 12 trajectoires de patients possibles différentes. Donc si on se met dans des cas d'oncologie un peu complexes, où de base déjà on a une dizaine de traitements en première thérapie, où on peut avoir 6 lignes de traitement, où on peut avoir ce qu'on appelle des add-ons, c'est-à-dire qu'on garde notre premier traitement, mais on rajoute un deuxième traitement. Donc ça crée encore plus de combinaisons possibles. En fait, c'est pas possible comme ça de réussir à bien prédire quel est le meilleur traitement pour notre patient. Il y a trop de possibilités. Donc l'objectif vraiment, c'est qu'en fait, on soit capable de, en prenant notre patient violet à gauche, là au niveau du rouge, être capable de prédire que lui, il va suivre le chemin rouge vers vert, puis vert vers rouge. Et donc ça, c'est à ça que va servir l'IA justement, à répondre à cette complexité. Mais l'IA, ce n'est pas une solution magique non plus. Ça ne permet pas de répondre à tous les problèmes avec une baguette magique et on résout tout. La première clé pour pouvoir justement utiliser de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir des données qui soient des bonnes données. Si on a des mauvaises données, on aura beau faire l'algorithme le plus performant du monde, le résultat, il servira à rien. Une fois qu'on a des données suffisamment qualitatives, il faut aussi utiliser un algorithme qui soit suffisamment compréhensible et pas forcément une boîte noire comme on a un peu l'habitude de se dire l'IA, c'est je mets des données, je mets dans une boîte, je secoue et puis hop, j'ai un résultat. Il peut aussi y avoir justement des algorithmes qui sont beaucoup plus transparents pour qu'ensuite, comme on le disait dans le point juste précédent, il y ait juste aussi l'œil humain, et ici c'est l'expert métier qui est primordial, qui lui sera capable de dire si oui ou non le résultat est pertinent et le conseille bien. Donc en fait, ce qui va vraiment apporter de la valeur
dans l'IA, c'est pas seulement l'algorithme utilisé, c'est pas seulement les données, c'est toute la méthodologie qui est mise en place pour que ensuite les experts métiers puissent se l'approprier et pouvoir réellement améliorer le parcours de soins. Donc, pour ça, moi, je vais plus précisément rentrer dans 2 cas d'usage un peu plus précis. Le tout premier qu'on va prendre, c'est le développement d'un médicament. Donc, je ne sais pas si vous savez exactement comment ça fonctionne, mais ce qui se passe, c'est on commence avec des molécules, il y a plusieurs molécules, il y en a une qui fonctionne à peu près, donc on commence à la tester chez l'humain, on fait une première phase, on fait une deuxième phase, chaque fois on regarde les résultats, ensuite on fait une troisième phase, et si cette phase fonctionne, on va vouloir aller vendre ce médicament. La seule chose, c'est que des médicaments comme ça, c'est des phases de développement très longues. Donc c'est jusqu'à peut être des 10 ans de développement. Et donc quand on arrive à la fin de la dernière phase, qu'on pense qu'on va pouvoir mettre sur le marché et que là on réalise qu'en fait les résultats sont pas bons, c'est-à-dire que le médicament ne fonctionne pas sur l'ensemble de notre population choisie, tout est réduit à néant. On n'a plus qu'à prendre notre médicament et à le jeter à la poubelle et recommencer à l'étape molécule. Plus, on peut être aussi sur de la recherche de thérapie un peu niche, donc on prive des patients d'un traitement possible. Vous allez me dire, s'ils ne fonctionnent pas sur eux, on ne les prive pas parce que ça ne marche pas. La seule chose, et donc nous c'est quelque chose qu'on fait aussi au sein de Quintanel, c'est qu'il y a peut-être une sous-population chez qui ça fonctionne. Donc certes, on va réduire la fenêtre sur laquelle le traitement sera applicable, mais ça permettra quand même de soigner des patients et pour cette poche de patients, de fournir un traitement adéquat. Donc ça, c'est une première manière de faire. Donc en fait, grâce à l'intelligence artificielle, on va être capable d'aller détecter une sous-population d'intérêt qui, elle, va fonctionner, chez qui le médicament va fonctionner et n'aura pas trop d'effets secondaires. Et donc ça, c'est un premier cas d'usage qui crée à la fois de la valeur pour le labo pharmaceutique, puisqu'elle évite de mettre 10 ans de développement à néant, et donc derrière, c'est plusieurs millions d'investissements. Et à la fois, aussi au niveau humain, ça va créer de la valeur si c'était un groupe de patients chez qui il n'y avait pas de thérapie. Le deuxième cas d'usage sur lequel on va s'attarder, il est un peu plus complexe. Donc, on va rentrer plus en détail dans une étude clinique. Le concept d'une étude clinique, donc comme je vous disais, c'est au long du développement du médicament. On va prendre une population clé et on va tester le médicament dessus. Le problème, c'est qu'il peut y avoir, par exemple, là on est dans le cas d'un cancer rare, des problèmes d'éthique. On ne peut pas se permettre, dans un cancer rare, de ne pas donner le traitement à des patients. Or, pour tester l'efficacité d'un traitement, il faut le comparer à quelque chose. Donc généralement, on les compare soit à du placebo, c'est-à-dire qu'on ne donne rien, soit à un autre traitement de la concurrence. Là, dans ces cas-là, souvent, on est sur des maladies rares, donc il n'y a pas beaucoup de traitements qui existent. Plus, les risques sont assez élevés, on est sur de la survie, donc sur le fait que la personne reste en vie ou non. On ne peut pas se permettre de ne pas soigner une personne comme ça. Donc dans les données d'études cliniques, on n'a que des gens qui ont reçu un traitement. Sauf que on a besoin de savoir si oui ou non ça fonctionne. Donc pour faire ça, on va utiliser des données de vie réelle, donc c'est-à-dire des données qu'on va récupérer avec les assurances, qu'on va récupérer auprès des caisses d'assurance maladie, auprès d'hôpitaux. On va reprendre les critères d'inclusion-exclusion de notre essai clinique. Donc un critère d'inclusion-exclusion, ça va être par exemple, on veut des hommes et des femmes, plus de 18 ans, qui ont la maladie en question, qui n'ont jamais reçu avant tel autre type de traitement. Et donc, on va faire pareil. Et comme ça, on va filtrer sur une population. Et donc, on aura notre population de l'étude clinique, où l'étude clinique a déjà eu lieu, et la population dans les données de vie réelle qui lui ressemble. À partir de là, on va ajuster ces deux populations pour que, en fait, elles soient vraiment équivalentes. C'est-à-dire que pour
une personne des données d'études cliniques, on va chercher une personne de nos données de vie réelle qui ait par exemple le même âge, qui soit du même genre, qui ait les mêmes antécédents médicaux. Et donc, comme ça, on va créer ce bras de contrôle qui sera l'équivalent de si on l'avait mis dans notre étude clinique. Et donc, pour chaque patient, avoir un patient qui sera jumelé et qui lui ressemblera, et donc où on pourra comparer l'effet long terme sur notre patient d'études cliniques avec l'effet long terme sur notre patient de données de vie réelle, qui lui n'aura rien reçu. Et ainsi, on va pouvoir être capable de déterminer par exemple de l'efficacité long terme du traitement. Là, sur le dessin, donc les patients en vert, c'est les patients issus de l'étude clinique qui ont reçu le traitement. En orange, c'est ceux qui sont notre bras contrôle, donc ceux qui ont reçu, comme qui ont été simulés pour recevoir le placebo. Et on remarque bien que du coup, la survie, elle est meilleure, parce que les gens survivent plus, la courbe est au-dessus, dans les verts, donc dans ceux de notre étude clinique qui reçoivent le traitement, versus ceux qui ne le reçoivent pas. Donc en fait, ça permet à la fois de créer de la donnée dans des cas où ce n'est pas possible de la créer. Ça peut aussi permettre, si on était sur une durée moins longue, en fait, d'avoir des résultats sur des durées plus longues et donc de gagner de l'argent. Ça va permettre d'avoir des résultats long terme sur des choses qu'on n'aura payées que court terme. Et aussi d'aller trouver, justement, sur tout ce qui est maladies rares, etc., des nouveaux résultats. Donc, si je devais résumer l'ensemble, l'intérêt de l'IA dans la santé, c'est pas du tout de remplacer le médecin, c'est vraiment de parvenir à augmenter, d'être un assistant supplémentaire pour pour pouvoir permettre de prendre des meilleures décisions. L'IA seule, ça sert à rien. Par contre, de l'IA combinée à de l'expertise métier, ça va permettre d'avoir une médecine beaucoup plus pertinente et beaucoup plus individualisée. Merci. Merci beaucoup. On va faire des applaudissements virtuels sur le Teams. Merci à toi, Flore, c'est toujours très cohérent et intéressant. Maintenant, on va passer, il nous reste 2 personnes, puis après je vous raconterai ma petite histoire. On va passer à Pierre Aran, qui est le meilleur d'entre nous, qui va nous parler de marketing et d'IA. Et ça intéressait tout particulièrement Roxane, qui est à mes côtés parce qu'elle fait du marketing et elle veut savoir si elle va garder son emploi. Donc, si tu peux la rassurer, Pierre, au cours de la session, ça serait sympa. Je vais faire de mon mieux. Et oui, bonjour à tous, bonsoir à tous, ravi de passer les quelques minutes qui viennent pour vous parler de comment l'IA transforme le marketing. En 2 mots, vous dire qui je suis. Donc, je suis Pierre et voilà, accompagné de mes 2 chihuahuas. Un clin d'œil d'où vous comprendrez la signification dans quelques secondes. Et je dirige le cabinet conseil 55. 55, c'est un cabinet conseil qui se spécialise depuis 15 ans maintenant dans la transformation data et IA appliquée au métier du marketing. 55, c'est... On ne voit pas ta caméra, si jamais tu... Ah, vous ne voyez pas ma caméra. Enfin, on ne te voit pas, du coup. Si jamais tu peux l'embrancher, ce sera toujours plus sympa. Bien sûr, c'est toujours mieux. Est-ce que vous la voyez là maintenant? Là, c'est good. Merci beaucoup. Ok, c'est parfait, c'est bizarre, elle s'était désactivée toute seule. Et donc 55, donc un cabinet de conseil qui rassemble aujourd'hui 400 consultants dans le monde avec des bureaux qui vont de New York à Shanghai en passant par l'Europe, bien entendu. Et on fait partie d'un groupe un peu plus grand, le groupe Brandtech, qui rassemble 7000 personnes et qui s'est fixé pour ambition il y a quelques années maintenant d'être le premier groupe marketing entièrement dédié à l'IA. Cette ambition, elle se fonde sur une conviction, un constat, c'est que l'intelligence artificielle va tout changer, va révolutionner chaque industrie, va changer nos vies et nos sociétés. Et ce n'est pas une promesse d'avenir, c'est déjà une réalité. Je pense qu'on a eu déjà beaucoup d'exemples ce soir et on en aura encore avec les intervenants suivants. Un fait qui est souvent méconnu, qui le montre, c'est que l'année dernière, ou même l'année d'avant, parce que c'est en 2024, c'est une IA qui a eu le prix Nobel de chimie, donc dédié aux équipes de données, aux équipes de DeepMind, pour donc avoir résolu un problème de conformation dans l'espace des chaînes
de protéines. Donc, si l'IA peut avoir un prix Nobel, vous imaginez ce qu'elle peut faire en marketing, et il s'agit bien d'une rupture, d'un choc tectonique qui va se produire dans les métiers du marketing, comme le soulignait The Economist il y a peu de temps. Alors, pour répondre de façon un peu humoristique et synthétique, illustrative à la question c'est quoi l'impact de l'IA sur le métier du marketing, il y a cette petite BD qui était parue il y a quelques mois avec quelqu'un qui disait non mais c'est tellement énorme que je ne peux pas le dire avec des mots. Donc voilà, j'ai fait une image avec un guépard qui porte un jetpack en inventant l'électricité, le feu, tout ça en même temps. Et on dit ok, mais comment est-ce qu'on utilise l'IA aujourd'hui chez nous? Bah, en faisant des images comme ça. Donc effectivement, on peut faire des images comme ça, on peut aussi faire des vidéos comme ça en quelques minutes ici avec Fabrice. Et voilà, je pense que ça illustre bien de façon synthétique ce que ça peut faire. De façon un peu plus sérieuse et pratique, aujourd'hui, on voit 3 manières avec laquelle l'IA est en train de transformer le marketing. D'abord, la génération de création publicitaire avec l'IA. Ensuite, l'opération des campagnes marketing avec des agents. Et enfin, troisièmement, l'évolution des parcours clients grâce à l'IA. Pour commencer avec le troisième point, qu'est-ce que ça veut dire que les parcours clients vont évoluer avec l'IA? Bah, il y a notamment les LLM, donc les ChatGPT, les Claude, les Perplexity, les Gemini, qui sont en train de s'imposer dans les parcours clients. C'est-à-dire que quand les gens cherchent leur prochain achat de téléphone, leur modèle de téléphone, de voiture, de taille et de chaussures, ils se tournent de plus en plus vers des IA, vers des LLM pour faire leurs achats. Et donc l'année dernière, on voyait déjà que c'est 60% des 18-24 ans et près de la moitié des 25 à 45 ans qui se tournent vers une IA avant d'acheter un produit ou un service. Et ce qui est intéressant, c'est que cet autre sondage montre que les gens aussi font plus confiance aux IA que d'autres canaux pour donc leur décision d'achat. Donc ça signifie quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les parcours clients, ils sont confrontés, ils sont influencés par les marques avec toutes sortes de canaux de communication, des publicités physiques, numériques, du CRM, les réseaux sociaux, des recherches donc sur Google, sur Internet, mais aussi les LLM qui vont progressivement s'imposer dans les parcours clients. Ça veut dire que les LLM, les IA vont devenir une source d'influence parce que on va prendre une décision en fonction de ce que les moteurs nous auront dit sur les marques, sur les produits. Ça va devenir aussi une source de trafic. C'est-à-dire que les gens vont aller sur un site web après avoir eu des recommandations d'un LLM. Et ça va devenir aussi un canal de communication publicitaire puisque OpenAI a annoncé pour 2026 l'insertion de publicité dans l'expérience de ChatGPT. Donc pour les marques, ça veut dire que les questions qui se posent, c'est il faut déjà que je sache ce que les modèles disent de ma marque. Déjà, est-ce qu'elle est citée? Si je demande un conseil à ChatGPT pour savoir quel sac à main acheter à ma femme pour son anniversaire, est-ce qu'elle va citer Louis Vuitton? Ça, c'est la question que se pose Louis Vuitton. Et puis surtout, qu'est-ce qu'elle va le dire? Qu'est-ce qu'elle va dire en termes d'image? Est-ce qu'elle va me recommander? Comment est-ce que les modèles forment cette opinion et, sur mon produit, sur ma marque? Et qu'est-ce que je peux faire pour l'influencer? Et ça, c'est un nouvel art, donc c'est un nouveau métier du marketing, ce qu'on appelle le GEO, le GEO, dont l'acronyme s'inspire du SEO. Le SEO, c'était l'art de se rendre plus visible dans les résultats naturels de Google, dans les résultats de recherche. Et maintenant, c'est l'art de se rendre plus visible et mieux perçu par les LLM pour qu'ils nous recommandent et pour qu'ils recommandent les marques auprès des consommateurs. Donc pour ça, on a au sein du groupe un outil qui s'appelle Share of Model qui permet justement de monitorer tout ça, d'analyser la présence et aussi les attributs et de voir l'évolution de tout ça et aussi d'identifier les sources, donc les sources d'informations, les sites web, les réseaux sociaux sur lesquels les LLM sont allés s'informer pour apporter la recommandation. Et donc c'est là-dessus qu'il va falloir modifier les contenus si on veut influencer la perception des LLM. Le deuxième sujet,
c'est la transformation des opérations marketing avec donc des agents IA. Cette automatisation des opérations marketing, elle a déjà commencé. Et aujourd'hui, déjà, il faut savoir que plus de 70% du marché publicitaire aujourd'hui, c'est des grandes plateformes technologiques américaines, comme Google, Meta, Amazon, etc. Et j'ajoute TikTok, qui est à moitié chinois. Et tous, aujourd'hui, ont des offres publicitaires automatisées qui concrétisent voilà, la vision de Mark Zuckerberg l'année dernière, qui disait « Donnez-moi votre objectif en tant que marque, donnez-moi votre carte de crédit et on s'occupe de tout ». Donc, ça marche dans une certaine mesure pour certains types de campagnes. Maintenant, si on prend l'ensemble des métiers du marketing, on est convaincu, comme ça a pu être dit, que l'IA ne va pas remplacer tous les marketeurs, mais plutôt les augmenter. L'autre manière de le dire, l'autre adage, c'est de dire que ce n'est pas une IA qui va prendre votre métier, mais c'est quelqu'un d'autre qui utilise une IA pour être plus performant que vous. Et donc, on accompagne les marques, un peu comme un intervenant précédent l'avait dit, pour finalement réinventer leur processus d'opération marketing. Donc ici, on a un exemple sur la gestion des campagnes publicitaires. Et à chaque étape, on essaye d'identifier des cas d'usage de comment l'IA pourrait améliorer la performance ou faire gagner en productivité aux équipes marketing de cette marque-là. Donc, on a la même approche avec des matrices valeurs et coûts. Et puis, on met en œuvre aussi ces cas d'usage. Un ou deux exemples. Il y en a un, c'est ce qu'on a pu faire pour Salomon. Parce qu'aujourd'hui, si vous cherchez sur Google chaussures de course, les premiers résultats que vous allez avoir, c'est ça, c'est ce qu'on appelle Google Shopping. Et en réalité, ce sont des supports publicitaires. Et donc, les marques payent pour être présentes ici, à chaque fois qu'on clique. Et en fait, pour être visible ici, c'est pas mal de tuyauterie, c'est-à-dire qu'il faut que les e-commerçants exportent tout leur catalogue produit avec toutes sortes de données, des images, des descriptions, des prix, des informations de disponibilité, etc. Et pas de façon brute, mais de façon adaptée à ce canal marketing. Donc, c'est un travail très laborieux. Et plus on a de produits, plus le travail est compliqué. Et une marque comme Salomon, il faut savoir qu'avec tous les modèles de chaussures, de sacs, etc., ils ont des milliers de produits. Et donc, ce qu'on a conçu pour eux, c'est un agent qui gère justement la publication de ces campagnes Google Shopping. Et la mise en œuvre de l'agent a été faite à grande échelle. Et on a mesuré plus 83%, donc on a presque doublé les revenus e-commerce issus de ce canal suite à la mise en œuvre de l'agent, parce que ça permet d'avoir non seulement de gagner du temps, mais d'avoir un niveau de précision et de qualité des flux produits qu'un humain ne pourrait absolument jamais atteindre. D'autres exemples, mais je vais passer vite, c'est ce qu'on a pu faire pour une entreprise qui s'appelle Concentrix, qui fait de la vente du service client B2B. Et donc, on a conçu un agent qui leur permet de préparer un entretien de vente B2C, B2B et de gagner beaucoup de temps. Et un autre exemple ici, c'est dans l'analyse de la performance des campagnes. Aujourd'hui, les marques ont des tableaux de bord, mais qui sont figés, qui ne permettent pas de répondre à toutes les questions qu'on peut avoir. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a conçu, c'est donc une interface conversationnelle où les gens peuvent poser des questions à l'agent, qui va ensuite extraire des données de leur base de données de performance marketing pour répondre à toutes les questions qu'un directeur marketing peut avoir. Comment mes ventes ont évolué, comment les performances des campagnes ont évolué, comment se répartit mon budget par campagne, par pays, etc. Et tout ça de façon naturelle, en langage naturel, et avec des graphiques qui sont mis en forme automatiquement. Dernier sujet, et le plus visuel, c'est la génération de création publicitaire avec l'IA. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet qui a, ces derniers mois, parce que tout ça avance très très vite, a beaucoup évolué. Il y a encore quelques années, et c'est là le clin d'œil au Chihuahua, l'IA était un sujet de plaisanterie parce qu'on leur projetait de ne pas faire la différence en 2018 entre un muffin et un Chihuahua. Quelques années plus tard, les IA peuvent générer des images tout à fait convaincantes d'un chihuahua qui ne ressemblait pas à des muffins.
Quelques mois plus tard, on avait des images qui étaient de qualité photographique. Quelques mois ensuite, on a pu faire des vidéos. Et aujourd'hui, on a carrément des vidéos de qualité. LVMH team, it's great to be here in New York to show how AI now allows you to create full speaking videos of chihuahuas and muffins. Voilà. LVMH Qui sont d'une qualité totalement impeccable. Et c'est vrai que ces dernières années, on a toujours entendu, oui, mais non, mais ça va pas marcher, l'IA pour la création publicitaire, parce que de toute façon, ça fait pas des personnes avec le bon nombre de doigts. Et c'est vrai que là aussi, la précision des images a évolué très vite pour arriver à ce genre de rendu aujourd'hui. Et voilà, des exemples de publicités qui ont été faites avec des gens qui ont le bon nombre de doigts, il n'y a pas de problème. On a entendu aussi, oui, alors ça fait des bonnes images, mais par contre, en tant que publicitaire, moi, je veux une intégration très précise de mes logos, de mes produits, et je ne vais pas pouvoir faire des packshots comme ça, des images qui incluent mes produits avec précision. Aujourd'hui, notamment depuis Nano Banana l'année dernière, c'est chose faite, et vous voyez la différence entre donc, une publicité pour un sac à main issue d'un vrai shooting photo versus une version IA. On ne voit pas de différence, en tout cas sur le visuel, parce que ici, là, vous voyez un exemple là, pour L'Oréal d'une crème Redken. Et une différence, c'est le temps. On voit ici 13 jours pour le shooting et l'editing versus 15 minutes hors editing, mais vous voyez qu'il y a un gain de temps qui est absolument phénoménal pour un résultat qui est peut-être meilleur d'ailleurs côté IA que voilà. Donc d'autres exemples ici avec Salomon. Ensuite, on a entendu, ça peut pas faire de la vidéo, mais money can make you a space tourist, or Beat will train you to be an astronaut. Et ici, un exemple de spot publicitaire généré par IA entièrement. Et aussi, voilà, qu'on ne pourrait pas faire des gens qui parlent. In New York City. Let's ask the people, why are they standing in line? The line is too long to see what is at the end, so I don't know why. Donc vous voyez ici que la synchronisation avec les lèvres est parfaite. Et puis après, le reproche qu'on entend encore, c'est oui, mais ça a fait des créations génériques, ça manque de style. Voilà, toutes ces marques prouvent le contraire. Donc aujourd'hui, l'IA, c'est une réalité pour les métiers du marketing. Et souvent, par contre, l'autre question qu'on a souvent, c'est oui, mais attends, l'IA ne sera jamais créatrice. Et encore une fois, c'est l'erreur d'opposer les humains aux machines. L'idée, c'est bien de rendre les humains plus productifs, plus créatifs, grâce à l'IA en faisant abstraction des contraintes de production et aussi en utilisant l'IA pour avoir plus d'idées plus vite. Et ça, c'est une étude de cas qu'on avait faite l'année dernière avec un journaliste qui nous avait mis au défi de créer une marque en 6 minutes. C'était quoi le principe? Alors, c'est une marque qui n'est pas très connue en France, mais qui est très connue dans le monde anglo-saxon. C'est Liquid Death. Et tout simplement, ils vendent de l'eau, mais avec un marketing de boissons énergétiques. Vendre de l'eau, c'est un peu le défi de tous les marketeurs, parce que s'il y a un truc qui est vraiment indifférencié, c'est l'eau. Donc, on met des bébés sur des rollers, etc. Et donc là, coup de génie marketing avec une marque qui, soi-disant, aujourd'hui vaudrait en tout cas plus d'1 milliard de dollars. Et si je voulais faire du dentifrice sur le même concept, à quoi ça pourrait ressembler? Et ben, j'échange avec ChatGPT. Il me propose comme nom de marque Plaque Slayer, assassine ton haleine du matin, comme tagline. Je lui demande de me faire quelques illustrations de packaging produit. Je lui demande ensuite de faire un communiqué de presse, de faire un business plan, et tout ça en quelques minutes, plus quelques visuels. Et même, voilà, ça se fait il y a 1 an, donc la qualité de la vidéo n'est pas terrible. Mais même un petit projet une petite maquette de pub vidéo. Donc tout ça montre bien que c'est une réalité, ça permet d'aller plus vite. Et là, même quelques exemples d'idées créatrices créatives qu'on avait pu soumettre à Diageo pour leur marque de vodka. Voilà, donc je pense que l'idée n'est pas du tout d'opposer les humains aux machines, mais puis on les rend plus créatifs, plus productifs grâce à l'IA. Maintenant, il y a un défi, au-delà de montrer que ça marche, c'est vraiment d'assurer l'adoption à l'échelle. Parce que nous, ce qu'on constate, c'est que l'IA permet de générer des pubs. Alors, je parle du circuit
complet de production, hein. En gros, 2 fois moins vite, 2 fois moins cher, et avec un niveau de performance supérieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour une grande marque comme L'Oréal ou des grands groupes comme Procter, etc. Bah, ça veut dire que si aujourd'hui ils dépensent 2 ou 3 milliards dans les créations publicitaires, s'ils peuvent faire 30% de réduction sur ces coûts-là, c'est des centaines de millions d'euros d'économiser, et avec les ratios de valorisation qui se comptent à peu près à la vingtaine, c'est des milliards de création de valeur, de capitalisation boursière. Pour ça, on a au sein du groupe Pencil, qui est un outil, une sorte de SaaS qui permet donc de générer d'outils qui permettent de générer des campagnes publicitaires grâce à l'IA, et qui est adopté à grande échelle par plusieurs grandes marques, grands annonceurs. D'ailleurs, pour parler d'échelle, ils ont reçu il y a quelques semaines cette plaque d'OpenAI pour avoir passé le cap de 10 milliards de tokens consommés, pour dire effectivement que c'est quelque chose de très significatif. Et à quoi ça ressemble, par exemple, chez Unilever? Bah voilà, toutes les créations vidéo qui ont pu être faites pour les réseaux sociaux. Des exemples ici aussi de création publicitaire dédiée aux réseaux sociaux. Ça, c'est plutôt pour la pub organique sociale pour alimenter leur compte. Publicité digitale, des bannières, de la publicité sur lieu de vente en PLV, et même donc aussi des pubs vidéo qui ont été diffusées sur YouTube, mais on n'a pas le temps pour la regarder en entier, mais donc voilà, c'est un très bon exemple. Google aussi, en tant qu'annonceur, parce qu'ils ont des téléphones à vendre et ils font la publicité de leurs services, utilise Pencil à grande échelle, comme en témoigne ici la VP Marketing IMI de Google, avec ici quelques créations et avec une réduction des coûts de production drastique. Et puis, dernier exemple, je crois que c'est L'Oréal. Voilà, L'Oréal qui a adopté Pencil aussi, et on n'a pas le temps de la regarder, mais c'est pas une pub qui était vide. C'est pas une pub qui a été diffusée, mais ils nous avaient mis au défi de recréer finalement leur pub iconique avec Kylie Jenner, avec uniquement de l'IA. Et donc ça, c'est la version entièrement faite de l'IA, et donc ça montre le potentiel de ces technologies. Donc, voilà ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui sur les applications très concrètes dès aujourd'hui de l'IA sur le marketing et la réussite à l'échelle. En tout cas, pour une dernière pensée pour terminer, je pense que la principale erreur qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de penser que l'IA, c'est un projet d'avenir, alors qu'en réalité, c'est déjà une réalité. Merci beaucoup, Pierre. On aurait pu t'écouter encore pendant un petit bout de temps avec toutes ces publicités et ce marketing. Moi, je trouve ça aussi, c'est magique, et ça donne un petit coup de flip quand même, parce que quand on voit ce que ça économise, c'est-à-dire qu'il faut que les personnes aient le temps de se réinventer pour pouvoir combler un petit peu tout ce que fait l'IA à notre place, mais ça reste un sujet. À propos de flip, on va passer à Michel Gans, qui a un cabinet de conseil en cybersécurité. Donc Michel, comme d'ailleurs toutes les personnes qui interviennent, je n'ai pas demandé de quoi a été fait leur contenu. Et je crois que est-ce que tu vas nous faire peur, ou est-ce que tu vas nous rassurer un peu des deux? Qu'est-ce que tu as comme exemple? Je vais essayer de faire un petit peu des deux et aller au fond du sujet de la cybersécurité. Le sujet qui m'a été confié, c'est l'explosion des cyberattaques et quels sont les nouveaux dangers de l'IA. Donc, il y a deux prismes pour répondre à ces besoins. On va commencer peut-être par détourer déjà. Qu'est-ce qu'une cyberattaque? Quelles sont les premières attaques qu'on voit assez régulièrement? Donc les attaques qu'on a aujourd'hui qui sont très courantes, on a le phishing, donc le fait de recevoir un email qui a un contenu malveillant à l'intérieur avec un lien sur lequel on clique. Il y a les ransomware qui viennent attaquer aussi les ordinateurs et qui vient voler un certain nombre d'informations et les exfiltre afin de récupérer des données monétisables. Donc, on parlait de la donnée en début de webinaire. Donc, la donnée monétisable, c'est celle-ci qui est recherchée par les attaquants cyber. Le DDoS, qui est aussi très très fréquent, c'est quoi? C'est l'indisponibilité de service. On s'en sert beaucoup en temps de guerre. Donc, je n'ai pas envie de vous faire peur, mais aujourd'hui, c'est une attaque qu'on voit très très régulièrement pour créer des indisponibilités de service. Donc, ça, sur la chaîne de valeur, ça doit être la troisième attaque la plus utilisée par des intervenants qui soient étatiques ou bien des intervenants qui sont des groupes organisés malveillants.
Et souvent, sur la fuite de données, on va avoir une compromission de la chaîne de valeur, donc on appelle la supply chain attack, c'est-à-dire qu'on va aller compromettre un prestataire et puis on va remonter pour pouvoir aller voler les données d'entreprise et ensuite les revendre ou créer des produits concurrents car on a exfiltré les secrets. Aujourd'hui, si je vous parle de ça, c'est parce que les cyberattaques qui explosent, elles explosent aussi parce qu'elles sont dopées à l'IA maintenant. Et par exemple, sur la première attaque dont je vous ai parlé, donc le phishing, on en reçoit tous les jours. 100% des utilisateurs reçoivent des attaques de phishing, donc des emails malveillants ou du phishing, donc des QR codes qu'il ne faut pas scanner, ou bien par SMS. On en reçoit tous. J'en ai reçu un tout à l'heure. Pas plus tard qu'à 15 h, j'en ai reçu un qui commence à se rapprocher de quelque chose de sensé. Donc, un mail qui m'a été adressé là, voilà, tout à 15h35. Bon, après, on voit que le mail il vient de Thaïlande, mais il me demande une amende que j'aurais pas payée. Et tout de suite, on a quelque chose d'actionnable. On me demande, est-ce qu'il faut vite que je paye dans les 12 heures, sinon ça va être encore plus cher. Et donc, ça me crée une envie de répondre. Et donc, je vais cliquer sur régulariser immédiatement. Et vu que c'est le gouvernement français, c'est bien badgé agence nationale. Et donc, je vais avoir envie de cliquer. Je clique et là, je me suis fait avoir parce que sans cliquer, on voit le petit lien qui s'affiche. C'est pas du tout un lien qui renvoie vers amende.gouv.fr pour ceux qui le connaissent bien, mais c'est un lien qui va me permettre de télécharger une petite extension dans mon navigateur pour pouvoir écouter tous les mots de passe que je tape sur mon clavier, ainsi que récupérer le cookie qui me permet de me connecter à ma petite banque. Et puis, si je l'ai fait depuis mon téléphone mobile, c'est encore mieux parce qu'on est moins protégé que sur l'ordinateur. Et dans ce cas-là, je vais donner mes accès bancaires à un assaillant qui viendra les vendre sur Internet ou bien qui ira me vider mon compte. Donc ça, c'est le genre de choses sur lesquelles on est tous exposés. Et maintenant, elles sont automatiques, ces attaques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà sur le clic, il y a 54% des gens qui cliquent. Tout le temps, on a des gens qui prennent du temps à élaborer ça. Maintenant, on a des moteurs d'IA qui permettent à la demande de les créer, ces petites campagnes. Donc ces petites campagnes massives, elles sont très simples. C'est un nom de domaine temporaire qu'ils achètent. Donc le nom de domaine qui est basé en Thaïlande, qui a été peut-être même loué, qui a été créé puis qui disparaîtra. Sur Teams, parce qu'elle a la traduction portable, je pense. Ah, c'est un type. Ah, parfait. Trop bien. Trop bien. Roxane, oui, Roxane. Je ne regarde pas mon portable, Roxane. Mes excuses. Désolé. Non, c'était avec un collaborateur. Pardon. Ok. Et donc, pour revenir à ce risque dopé à l'IA, en fait, ce risque, il est partout. Il est dans tous les outils. Donc, on accroît ce qu'on appelle la surface d'exposition, la surface d'attaque. Et donc, ça augmente le risque de fuite de données et la perte de contrôle. Donc, si on revient sur les dangers principaux, on va trouver le danger numéro 1, c'est que c'est l'humain. C'est pas l'IA en elle-même. Aujourd'hui, on a une adoption qui est plus rapide que la formation. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'on vit une révolution qui est plus grande que l'arrivée du téléphone portable ou de l'arrivée de l'Internet, parce que le taux d'adoption, il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus rapide. On voit avec ce que nous a présenté Pierre juste avant, qu'en 6 minutes, on est capable de créer une marque, donc on est capable d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, et tout le monde l'a à sa disposition. Donc on est en train de vivre un vrai changement, je pense. Et les usages qui explosent, du coup, ça va plus vite que le fait de comprendre quels sont les risques attenants à ce qu'on est en train de faire. Donc, quand on nourrit un chat GPT en lui posant des questions, on arrive très vite à des conclusions. Sauf que c'est des conclusions qui nous sont données parce qu'on pense que l'IA est intelligente. Sauf que l'IA, c'est pas quelque chose qui est très intelligent, c'est quelque chose qui est un outil de probabilité qui peut se tromper en plus et qui va nous raconter une salade. Il va le faire avec un aplomb dingue parce qu'il nous parle dans un langage naturel. Donc on va l'écouter naturellement, on va se sentir en confiance. Donc on va l'écouter, il va influer sur nos décisions. Donc la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est en termes de gouvernance, qu'est-ce qui est autorisé ou ne l'est pas? Quelles données on peut saisir? Comment est-ce qu'on peut vérifier nos réponses? Et à la fin, on doit identifier qui est responsable si on fait des erreurs. Donc c'est là où on met souvent notre risque à la main de l'IA, parce qu'on lui donne trop de confiance, on lui donne trop d'informations et on ne contrôle pas assez les outputs. Donc c'est pour ça que
on encourage les entreprises à avoir des modèles secrets, comme Vincent a pu le mentionner. Donc, sur notre métier spécifique, on va avoir des LLM qui vont être en interne dans nos sociétés ou dans les sociétés de nos clients. Et puis, pour tout ce qui est généraliste, on peut lui parler sans problème. Le SaaS à tout va, ça va très bien pour avoir des choses assez généralistes qui sont utilisées par tous. Donc, quand on entend Claude qui nous dit qu'il va faire tomber toutes les sociétés de cybersécurité du monde parce qu'il va être plus performant, on sait que c'est faux. Par contre, on sait qu'il y a effectivement, comme l'a mentionné Didier, beaucoup de métiers qui vont avoir leur performance augmentée et que justement, par exemple, je dirais les métiers les moins qualifiés, c'est pour ça qu'il parlait des juniors, dans les cabinets de conseil notamment, vont être moins sollicités. Donc, ils seront sollicités pour d'autres choses, mais on aura moins besoin de les recruter pour les former. On aura déjà l'IA qui aura cette mise à disposition, et on le voit déjà dans le manque de recrutement qu'il y a dans les grands cabinets, des Big Four par exemple, qui recrutent de moins en moins de jeunes. Le problème, c'est pas que l'IA soit utilisée, le problème, c'est qu'elle soit utilisée par des gens qui ne soient pas suffisamment formés. Donc ça, c'est le premier risque qu'on identifie le plus global chez les clients. On travaille chez des clients qui sont des banques, des assurances, des industries, des gens qui font des recettes chimiques secrètes. Donc ça, ils ne vont pas aller le confier à l'IA. Par contre, ils sont quand même exposés au risque de l'IA. Donc, pourquoi on est encore plus exposé? C'est parce qu'aujourd'hui, il devient omniprésent, l'IA. L'IA, on l'a dans des services, on l'a dans les outils, donc les plateformes SaaS, mais aussi dans nos outils. Aujourd'hui, vous avez, je pense, quasiment tous un téléphone, un smartphone, qui est doté d'une intelligence parlante, qui vous écoute parfois si vous ne l'avez pas désactivé, parce que par défaut, il écoute. Par défaut, le téléphone écoute. C'est pour ça que parfois, vous avez des recommandations sur vos voyages. À force de parler à votre téléphone ou dans votre entourage, que vous voulez aller en voyage à Bali, par exemple, votre téléphone, il va vous sortir des pubs sur comment voyager à Bali, si vous ne l'avez pas désactivé. Donc, cette omniprésence de l'écoute et de l'IA, elle est aussi en entreprise face à vous, quand vous vous connectez, je sais pas, à une assurance ou à un site internet de shopping, vous avez un chatbot qui vous parle, vous avez des assistants qui vous aident à rédiger, votre moteur de recherche, le CRM, tout est fait pour que justement l'IA soit partout et vous influe à votre place. Donc ce risque, il est très dangereux pour les entreprises. Pourquoi c'est très dangereux pour les entreprises? Parce que les utilisateurs ne savent pas qu'ils utilisent de l'IA ou qu'ils exfiltrent potentiellement de la donnée à des modèles qui vont s'en servir contre eux. Parce que si jamais on vous fait acheter un produit, on ne le fait pas forcément pour vous, on le fait pour une entreprise, donc on fait un peu contre vous. C'est ce qu'on dit souvent quand on... Alors, je vois la question de Pierre, je vais répondre tout de suite. On dit souvent, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Mais aujourd'hui, l'IA, c'est devenu tellement sympa à utiliser que même si ça pourrait être gratuit, pour l'utiliser encore plus, on le paye. Donc, c'est vraiment qu'on est passé dans un tournant de la monétisation de l'intelligence. C'est-à-dire l'intelligence que nous donnons aux IA, elle est tellement monétisable qu'on a envie d'en racheter, tellement on ne se rend pas compte qu'elle est là tout le temps. Et on n'a pas une cartographie assez imagée du risque de la diffusion de la donnée. Et donc, tout à l'heure, on parlait de Shadow IT et donc de Shadow IA. Donc, Shadow IA, il se met à tout niveau. Donc, avant, on gérait quelques applications critiques. Aujourd'hui, on l'a dans des tonnes de services. Donc, le fait que le risque soit décentralisé, on a du mal à lutter pour aller réduire ce risque. Aujourd'hui, pour répondre à Pierre, ce qu'on met en place comme dispositif, déjà, c'est on met un dispositif de formation, un dispositif de gouvernance, et l'IA nous aide aussi de façon positive à lutter contre ces usages, parce qu'il n'y a pas que des usages malveillants. Alors moi, je parle d'usages malveillants parce que justement, je veux vous concentrer sur quelle est l'origine du risque cyber, l'origine du risque de sécurité informatique et de l'exposition de vos données, de votre intelligence que vous donnez gratuitement à des IA. Et qu'aujourd'hui, nous, on peut réutiliser aussi pour produire une partie de la réponse à comment lutter contre ces assaillants malveillants. L'IA, aujourd'hui, on l'utilise dans, par exemple, ce qu'on appelle le SOC, donc le centre de service qui va répondre aux incidents détectés dans les entreprises. Donc, cette équipe, donc le SOC, en général, est installé dans les grandes entreprises et les petites entreprises qui ont consacré du budget à ça, et qui va aller
prévenir et détecter toute intrusion, toute menace, cyberattaque ou exfiltration de données. Et ces alertes qui sont remontées à travers le SOC sont aujourd'hui de plus en plus automatisées dans des playbooks de réponse. Et ces playbooks de réponse, aujourd'hui, quand on a un outil intelligent et des gens qui travaillent sur ce sujet, vont être nourris à l'IA. Donc, on a aussi maintenant une mise en place de dispositifs de défense et de traitement automatisés pour identifier les différentes alertes. Et ça, on le fait justement grâce à des IA entraînées qu'on entraîne. Mais ça prend beaucoup plus de temps d'aller créer des dispositifs de réponse intelligents que d'aller créer des attaques. Parce que pour créer une attaque, on a un scénario bien précis. Et donc, comme le disait Vincent en introduction, si on a une question auquel on sait répondre, parce que la question était précise, on a un but, on y va plus vite au but. Par contre, si on veut défendre là où on ne sait pas exactement où on va défendre, parce qu'on ne sait pas par où on va être attaqué, vu que, comme je le disais juste avant, la menace est diffuse, on va avoir cette difficulté à créer des patterns de réponse et des modes de défense. Donc la défense va mettre beaucoup plus de temps à s'organiser que l'attaque. C'est là où justement le petit jeu entre les assaillants malveillants, les hackers, les robots qui nous attaquent en permanence sont beaucoup plus aujourd'hui pointus et développés que les robots qui nous défendent et les dispositifs qu'on a mis en place pour défendre. Et en plus, la monétisation de la défense, elle n'est pas visible. Donc une entreprise, elle n'a pas forcément envie d'investir sur quelque chose qui est un dispositif de réponse, vu qu'elle n'a jamais été confrontée à l'attaque. Donc elle se dit, c'est pas quelque chose qui est important pour moi. De toute façon, je n'ai jamais vécu, donc tout va bien. Aujourd'hui, on dit en cyber, la question, c'est pas comment je vais être attaqué, c'est quand est-ce que je vais être attaqué. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être une cible pour être une victime de la cybersécurité. On a justement cette dualité entre qu'est-ce qui rapporte le plus, attaquer ou défendre. Je me défends pas, mais je continue à faire beaucoup de business. Bon, c'est pas grave. Au moins, pendant ce temps-là, j'ai créé de la valeur. Et si je me fais avoir, tout s'arrête. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que c'est pérenne ou pas? Donc la question est là pour les entreprises et c'est à nous justement d'aller convaincre ces entreprises de défendre leur business s'ils en ont la conscience. En général, quand ils ont été victimes d'une cyberattaque, il y a beaucoup moins de problèmes à aller travailler, à trouver de nouveaux budgets, à trouver de nouvelles façons d'aller défendre et de former l'utilisateur. Et le dernier point sur lequel je vais vous parler de danger et de risque, c'est un peu plus technique, c'est l'érosion du contrôle et de la responsabilité. Donc aujourd'hui, l'IA, elle est partout, comme je vous l'ai dit. Elle recommande, elle décide pour vous, entre guillemets, elle décide pour nous. Il y a une responsabilité humaine qui devient un petit peu floue. On en parle en médecine aussi. Demain, il y aura des robots qui seront pilotés à distance par des chirurgiens, parce que les robots seront plus précis et auront plus de capacités techniques que le physique d'un humain. Quelle est la responsabilité en cas d'échec, en cas de panne? Est-ce que c'est la responsabilité du robot ou de l'opérateur? En termes d'IA, c'est pareil. On va avoir une recommandation stratégique marketing. Demain, Pierre crée un dispositif qui convainc une entreprise de partir investir dans l'électrique et de construire 3 usines de production de batteries en Allemagne. Et finalement, c'est pas le bon choix parce que la population n'est pas prête à faire plus d'électrique et on n'a pas de moyens techniques pour le faire. Est-ce que c'est l'IA qui a aidé Pierre qui est responsable? Est-ce que c'est la société qui a pris ce risque ou la personne qui a signé le bon de commande? On ne sait pas en fait. Donc c'est là où l'humain joue un rôle important et le plus important dans l'IA, et c'est là où il ne faut pas se faire piéger. Et donc ça, c'est un risque très grand pour nous, parce que demain, si on perd cette intelligence, on va aller faire, je pense, des choses qui seront néfastes à nos business, mais qui seront aussi néfastes dans notre quotidien. Donc on a la perte de responsabilité parce qu'on y est dopé. Donc je vais conclure là-dessus. Le risque majeur pour nous, c'est pas que l'IA décide seule, c'est que l'humain cesse réellement de contrôler ce que fait l'IA. Merci beaucoup. On peut applaudir également Michel, qui était notre avant-dernier intervenant. Maintenant, Léa,
tu es là, Léa, es-tu là? Oui, je suis là. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, François Marion, qui est un des dirigeants de Valeo, a dû partir en Chine, mais on a réussi à le filmer sur son intervention sur l'IA. Est-ce que tu peux le projeter? Ça risque de laguer un petit peu, donc sur la vidéo, mais s'il y a des problèmes de Est-ce que vous compréhension, voyez bien déjà la vidéo? On la on la voit, c'est voit. bon. Ok, parfait. Puis après, on terminera par une conclusion. Et on pourra vous libérer pour aller préparer le repas du soir ou pour certains prendre l'apéritif. Allez, Léa, tu nous projettes, tu lances la vidéo. Bonjour François, merci de participer à ce webinaire sur l'intelligence artificielle, comment elle traverse notre quotidien, nos métiers, dans nos entreprises. Donc peut-être te présenter succinctement et puis après on te laisse dérouler sur les thèmes que tu as préparés pour nous. Bonjour Fabrice, merci pour cette opportunité. Donc mon nom est François Marion. Je suis en charge de la communication, des affaires publiques et du développement durable chez Valeo, après divers postes opérationnels. Et ça fait maintenant 14 ans que je suis au sein de l'entreprise Valeo. Donc l'entreprise Valeo, c'est une société qui fournit des systèmes pour l'automobile. On a à peu près 100 000 collaborateurs dans le monde, 20,9 milliards de chiffre d'affaires en 2025, présents partout dans le monde et fournissant des systèmes électroniques ou mécaniques ainsi que logiciels pour les voitures. Alors j'ai compris qu'aujourd'hui on parlait d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle transforme profondément Valeo. Elle le transforme, en fait, elle a commencé à nous transformer déjà il y a une petite vingtaine d'années parce que la première fois qu'on a introduit un dispositif d'intelligence artificielle dans nos systèmes, en l'occurrence dans nos capteurs, c'était dans une caméra il y a plusieurs années, donc je disais une petite vingtaine d'années, pour rendre cette caméra plus intelligente. Donc elle ne se contentait pas uniquement de donner l'image au conducteur, mais également de lui donner une information structurée. Et puis aussi, assez rapidement, l'IA, en la branchant sur les systèmes de la voiture, peut, donc avec des systèmes de perception, une compréhension de l'environnement, la voiture, et c'est aujourd'hui très répandu, va pouvoir conserver la file dans laquelle elle se trouve, ou automatiquement reconnaître les feux ou les panneaux. Donc on était parti sur des intelligences artificielles il y a une petite vingtaine d'années de perception, et puis progressivement, évidemment, les systèmes s'améliorent, la voiture devient de plus en plus intelligente, elle est capable de faire de plus en plus de tâches, soit à la place, soit en complément du conducteur, et on en parlait juste avant, voilà, l'intelligence artificielle, c'est la voiture qui maintenant a une compréhension de son environnement grâce à des yeux et des oreilles, l'ensemble des capteurs, grâce à un cerveau, le calculateur de la voiture, et grâce évidemment au logiciel qui vont permettre de faire des services au niveau du véhicule afin d'aider le conducteur. Et demain, évidemment, on parle de voiture autonome, donc une voiture qui sera capable, dans toutes circonstances, de se débrouiller dans un environnement quel qu'il soit. Donc, je disais, une transformation assez profonde au fond de nos produits par l'intelligence artificielle. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'intelligence artificielle, elle a aussi en train, et là c'est peut-être un petit peu plus récent, de transformer profondément Valeo en tant qu'entreprise, en fait, en tant qu'entreprise d'abord industrielle, puisqu'on déploie de l'intelligence artificielle dans nos usines. Donc l'intelligence artificielle dans nos usines, comment ça se matérialise? Ça se matérialise par l'optimisation de nos process grâce à l'IA, donc en instrumentant l'ensemble de nos lignes, en donnant des informations sur la quantité d'énergie consommée, sur l'ensemble des paramètres de production à la fois, et puis également l'output de nos productions. Et bien, les systèmes d'intelligence artificielle vont être capables d'optimiser les paramètres, et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir des très forts gains d'économie d'énergie, jusqu'à 20% au niveau d'une ligne, pour un coût relativement faible, et de manière assez flexible. Et aujourd'hui, on a à peu près une usine sur deux dans le monde qui est équipée de certains dispositifs d'intelligence artificielle pour optimiser leur production.
Alors, si on parle toujours de ce qu'on fait au niveau de nos lignes, de nos usines, nos lignes de production, un des gros enjeux également, c'est des intelligences artificielles qui vont être capables d'analyser les défauts, de vérifier, de faire des tests de fin de ligne qui sont plutôt des tests de nature visuelle et donc avec des efficacités qui sont supérieures à ce que sont capables de faire, des humains. Donc il faut imaginer, on fabrique une carte électronique, à la fin il faut vérifier que la carte électronique est visuellement correcte, et bien ça va être fait par un système d'IA au lieu d'être fait par un humain. Vers quoi on travaille, c'est quelle est la prochaine étape. La prochaine étape, on commence à le tester, c'est des humanoïdes. Donc on voit évidemment l'explosion des humanoïdes. Hein. J'étais au CES à Las Vegas au début de l'année. Il y avait beaucoup d'offres en termes de robots humanoïdes. Et on teste les premiers dans nos usines, un peu à divers endroits dans le monde. Donc une direction, c'est aller vers les humanoïdes. L'autre direction, c'est aller vers ce qu'on appelle une dark factory, donc en fait l'usine, et on peut y éteindre la lumière puisque il n'y a plus besoin d'avoir de contrôle humain à l'intérieur de cette zone de l'usine. Tout peut se faire avec les machines et les humains sont déportés à l'extérieur et font tout ce qui est monitoring à travers les centres de contrôle. Donc on commence à avoir des zones de nos usines comme ça où on peut dire éteindre la lumière. On en a à Shenzhen, en Chine, et on en a également près de Prague, en République tchèque, et on déploie un peu partout dans le monde. L'idée, c'est que progressivement, nos 149 usines puissent être équipées un jour de ce type de dispositif. Donc voilà, j'ai parlé de la transformation de l'intelligence artificielle par l'intelligence artificielle de nos produits et de nos systèmes, également de la transformation de nos usines par l'intelligence artificielle au niveau de leur système de production. La troisième grande dimension, et c'est une dimension également très importante, c'est la transformation de notre processus de recherche et développement. L'intelligence artificielle, elle est un potentiel très élevé d'amélioration de nos processus, notamment de développement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut équiper nos ingénieurs qui deviennent des ingénieurs augmentés grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des systèmes qu'on a largement déployés, qui vont leur permettre de les aider dans leurs tâches et de faire des tâches de manière beaucoup plus rapide et également des boucles beaucoup plus courtes de développement, et ça, j'y reviendrai en expliquant ça. Donc, typiquement, qu'est-ce que c'est? Ça va être, on a 9000 ingénieurs logiciels chez Valeo, et ils sont tous maintenant équipés d'un système d'assistance au codage. C'est celui de Google, en fait, avec qui on a travaillé, qui est notre partenaire sur ce sujet. Et aujourd'hui, 35% du code qui est généré par Valeo est validé et a été en fait généré par de l'intelligence artificielle et non directement par des codeurs. Donc en fait, les ingénieurs vont prompter du code au lieu de l'écrire directement. Les autres domaines dans lesquels on peut appliquer l'intelligence artificielle en développement, en engineering, c'est également la génération de pièces, donc le dessin de pièces. Il faut imaginer, on a une pièce mécanique à dessiner. On va, avec un partenariat qu'on a avec Dassault Systèmes, aider l'ingénieur à dessiner cette pièce en fonction des contraintes qui lui sont données. Le système d'IA va l'aider à dessiner les surfaces qu'il souhaite avoir. Une autre dimension où on a de l'intelligence artificielle de nature générative, comme les deux autres cas précédents, c'est la disposition des composants à l'intérieur d'une carte électronique. Donc une carte électronique, c'est des centaines, des milliers de composants. L'idée, c'est d'optimiser le positionnement de ces composants en fonction des pistes, de manière à ce que la carte soit la plus dense possible. C'est des choses que les intelligences artificielles savent faire très bien, et donc les ingénieurs qui faisaient ça, maintenant équipés de ce type de système, font ça de manière plus efficace et plus rapide. J'ai évoqué le fait qu'en fait ça permettait de raccourcir les boucles de développement. C'est un point très important parce qu'en fait si on prend le V d'un logiciel, donc la partie
la partie conception, système, puis écriture, puis testing et validation. En fait, l'IA va être capable de faire chacune de ces tâches de manière beaucoup plus rapide. Et donc un ingénieur équipé d'IA, il est capable de faire ça plus vite et il est capable de faire ça tout seul. En fait, on n'est pas obligé de trancher par compétence le processus de développement. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet donc de raccourcir les boucles de développement et donc raccourcir le temps de développement et donc avoir des engineering, des départements engineering beaucoup plus efficaces. Mais, et ça sera probablement mon dernier point, cette transformation, elle nécessite un accompagnement parce que le dernier point que j'ai évoqué, cette réorganisation des processus de développement, il nécessite aussi probablement des changements d'organisation. Il nécessite aussi beaucoup d'accompagnement, beaucoup de training, de formation de nos ingénieurs pour arriver à appréhender les outils et développer leurs compétences dans des domaines qu'ils ne maîtrisaient pas jusque-là. Mais on voit vers la direction dans laquelle on va, la direction d'un ingénieur augmenté qui va être capable de faire, grâce à l'IA, les tâches qu'il faisait précédemment, mais de manière plus rapide et plus efficace. Encore une fois, à condition qu'en tant qu'entreprise, on soit capable de vraiment tirer l'ensemble du parti de cette transformation en changeant nos propres façons de fonctionner. D'accord, merci beaucoup. Donc on voit tout le poids de ton témoignage sur la thématique que tu as choisie, c'est comment l'IA donne des yeux, un cerveau, des réflexes à la voiture d'aujourd'hui et demain, comme l'humain au niveau de Valeo. Mais est-ce que, pour terminer, donc elle est omniprésente chez vous, est-ce que vous y avez vu des travers ou des risques sur l'IA? Ça sera ma dernière question pour conclure. Alors, on a bien sûr dû expliquer à l'ensemble de nos collaborateurs ce que l'intelligence artificielle pouvait faire, mais aussi ce qu'elle ne pouvait pas faire. Notamment, l'enjeu, c'est aussi de bien expliquer que l'humain doit vérifier tout ce qui a été fait par l'intelligence artificielle, pour éviter de rentrer dans une logique de boîte noire où en fait on ne comprend plus ce qui a été fait par l'intelligence artificielle. Écoute, je te remercie infiniment pour ton témoignage, François. Alors, on fait ça en asynchrone parce que demain, pendant la conférence, tu seras en Chine. Mais je te remercie d'avoir joué le jeu, d'avoir fait ce témoignage en vidéo 24 heures avant. Merci à toi. Avec grand plaisir, Fabrice, merci. Et Léa, merci. Alors, on a dépassé d'une demi-heure, mais on a commencé un petit peu en retard, donc on n'est pas si en retard que ça. Puis, vous avez remarqué que la qualité des intervenants méritait qu'on passe un peu plus de temps ensemble. Je ne sais pas si Stéphane Fontaine est encore dans le call. Stéphane, tu t'es endormi, tu es à l'apéro, tu nous écoutes? Non, je suis là, je suis tout oui. Tu as 1 minute publicitaire pour nous dire ce que peut faire Ositem en IA, et merci encore Ositem pour avoir permis de faire ce webinaire qui, je crois, était assez intéressant par rapport au retour que j'ai déjà eu. C'est à toi, tu as 1 minute et un peu plus, parce que c'est comme deux dirigeants. Un des dirigeants, un des 2 dirigeants. Alors, merci pour cette prise de parole. Déjà, je remercie tous les intervenants. C'était effectivement de qualité. Chez Ositem, nous avons placé l'IA au cœur de nos préoccupations depuis maintenant quasiment 24 mois, avec des choses plutôt concrètes, puisqu'on propose déjà de l'IA compute, donc c'est de la ressource à disposition avec différents LLM à disposition, donc c'est le pôle innovation qui pilote ça et qui met ça à disposition, donc on parle de souveraineté pour utiliser son IA de façon très sécurisée. Nous avons également un use case qui est en fonctionnement, qui est un IA recrute, donc on va venir assister le recruteur pour venir matcher entre un candidat qui postule avec une fiche de poste. Et ça permet donc de sortir les plus beaux matchs et aux recruteurs de venir se concentrer en fait sur les meilleurs scores. Voilà. Et puis évidemment de confirmer ces scores derrière sur les entretiens.
En termes d'IA, nous avons également de l'IA roadmap. Donc, ça a été un petit peu abordé, je crois, au début par Vincent Branger. On va venir aider les sociétés à détecter justement des use cases pour remplir tous les critères que Vincent a énoncés. Donc, se focaliser sur les choses les plus accessibles. Et je vais terminer pour dire que, de mon point de vue, l'IA est un grand escalier avec plein de marches à gravir et que on est, et là cette fois je reprends les mots de Pierre Aran, c'est que on est déjà sur les marches de l'IA, c'est déjà commencé, mais l'escalier est encore grand et je crois qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider avec humilité par des sociétés qui peuvent vous servir d'aide et d'assistance pour gravir au mieux, dans les meilleures conditions possibles, je dirais l'accompagnement de l'IA. Voilà. Ai-je tenu la Fabrice? Ouais, c'est parfait, t'as été parfait. Ouais, moi, je reprenais encore une fois cette expression. En fait, certains disent que c'est une vague. L'IA, c'est pas une vague, c'est un tsunami qu'il faut affronter par rapport à toutes les innovations qu'on a connues dans le passé. On a trouvé le temps de les apprivoiser, qu'elles se mettent en place et de retrouver des nouveaux jobs. Ça a pris, pour les machines-outils, ça a pris 60 ans. Pour Internet, ça a pris 30 ans. Les ordinateurs, ça a pris 90 ans. Et un système mature d'IA, ça fait 2 ans que ça existe et ça ratiboise tout ce qui passe sur le sujet. Donc, soit on s'appuie avec et on sera gagnant, soit on est contre et ça sera plus compliqué. Moi, j'ai terminé parce qu'on a largement dépassé et ceux qui veulent rester, je rencontrerai la petite anecdote sur l'entreprise qui est passée de 250 personnes à 15 personnes. Donc, pour ceux qui veulent aller préparer le repas du soir, allez-y. Et par ceux qui veulent que je raconte l'histoire, vous levez la main. Si personne ne lève, je coupe. Voilà, j'en ai au moins 2. C'est une entreprise, c'est des luminaires qui vendaient en B2C. Et ça marchait plutôt bien. Et ils avaient un service donc, de créatifs. Et le patron s'engueulait tout le temps avec les créatifs parce qu'ils n'étaient jamais contents, ils arrivaient tard, ils partaient tout le temps en voyage de découverte. Et en fait, il n'aimait pas trop la mentalité et le rendement au final. Et un jour, il avait l'un de ses, je ne sais pas si c'était un cousin ou un ami, qui lui a dit, qui bossait dans l'IA, il lui a dit, moi, ta création, je peux la faire à 100% en IA. Il lui a dit chiche, ça a pris un petit peu de temps, ça a pris 6 mois. Et il a sorti toute la bande des créatifs, ils étaient, je sais pas, 7-8 personnes. Et l'intégralité a été faite en IA. Ils regardent ce que fait l'entreprise comme type de gamme. Il va sur Internet, il voit ce qui plaît, tourne ça dans sa machine, et puis après, il sort des produits. Donc, forcément, le patron trouvait ça génial. Et il a dit, est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Est-ce qu'on pourrait faire la production? Alors, pas la production au sens matériel, mais faire toute la partie ingénierie, bureau d'études. Il a ratiboisé son service, son bureau d'études. Il n'en restait plus qu'un seul pour le conseil auprès de l'IA. Et il s'est dit, si on a fait la créa, si on a fait la prod, on peut s'attaquer au commerce et au marketing. Donc, ce qu'ils ont fait, à chaque fois que l'IA sortait un modèle, ils le mettaient sur un site Internet temporaire, et dès qu'ils avaient 100 personnes qui avaient le produit, ils fermaient le site et ils le mettaient en vente sur le e-commerce. Et sur le e-commerce, ils attendaient d'avoir au moins 10 commandes pour produire. S'il y avait 5 commandes, au pire des cas, ils remboursaient en disant que le modèle était trop a tellement pu qu'ils sont en rupture. Et ils sont passés de 250 personnes à 15 personnes, avec un résultat qui est forcément bien plus épais, en prenant en compte les investissements qu'ils ont fait sur eux, parce qu'il y a des gros investissements qui ont été faits. Ceci dit, on se dit, à un moment donné, si on veut vendre des produits, il faut quand même que les consommateurs ne soient pas tous au chômage. Donc, parce que si toutes les boîtes font ça, demain, on aura des robots qui vont travailler, mais on n'aura plus de personnes pour pouvoir consommer. Donc, c'est à prendre en compte. Hein, il y a aussi un enjeu sociétal. Il y a un enjeu aussi, comme on en parle tout le temps, de souveraineté. Ça reste un outil qui est magique, mais qu'il faut contrôler. Donc, il vaut mieux être ami et le voir encore une fois comme un agent qui nous aide, plutôt comme un robot qui va faire perdre nos emplois. Mais la problématique est que ça débarque comme un tsunami et très vite. Donc, il va falloir s'adapter très vite également. J'en ai terminé. J'espère que vous avez apprécié les intervenants. Il y aura pour les derniers qui sont restés, merci à vous. On fera une petite vidéo, comme je vous l'ai dit, qui va reprendre les thématiques fortes
de ce webinaire. Je vous remercie. Je remercie les intervenants pour la qualité de l'intervention. Merci également aux items pour tout ce qu'on a fait ensemble. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère vous revoir certains très bientôt. Merci Fabrice, au revoir. Merci. Bonne soirée, au revoir. Allez, ciao Fabrice. Merci Bonne soirée à beaucoup. tous. Merci Au beaucoup. revoir. Bonne soirée à tous.